On est très heureux d'être en votre compagnie comme tous les jours. Nous sommes jeudi et c'est l'acte 4 de votre rendez-vous sur Live TV. Bienvenue dans le Grand Talk. Avec moi ce soir, il y a sur le plateau Monsieur Sa Majesté Daouda. Voilà, il faut dire tout ça. Oui. Vous avez le bonsoir de deux agents des forces de l'ordre que j'ai rencontrés ce matin. Donc à un carrefour au plateau d'Okui. Ah ouais. Entre, je ne sais pas, le plateau de Kissamake, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais, je pense Voilà. que c'est pas vers la base CIE sûrement. Exactement, Ouais. exactement, vers la base CIE, c'est là-bas. Ouais. Ils m'ont dit, Moi aussi, dis il est bonsoir salué. Daouda, salut les policiers, il y a un policier, deux policières. Ils étaient très matinaux d'ailleurs. Et puis, oui, Élisée Bolougoué, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien. Oui. Et vous-même hein? Et vous, ça va, ça va. Vous avez le salut, hein, le bonsoir d'un chauffeur de Bouaka, D'accord. voilà, qui avait garé juste devant moi. Ok. Il m'a dit, ah, il y a salut le monsieur qui aime veste là, ça c'était vous, je parie. Je le salue aussi. S'il Mais nous suit en tout cas. Tu Il sais faut dire que qu'ils sont très nombreux à nous regarder hein, tous les soirs. non, les policiers, ils adorent, je suis sûr. Parce que souvent, même quand moi je passe vers la station Corley qui est vers l'école de police, souvent il y a un groupe là-bas qui m'arrête, on cause pendant 2 heures du temps. Ils argumentent, argument contre argument. Et franchement, je les adore. Vous avez l'air très occupé dans la vie. Hein. Oui, je suis très occupé. Mais aujourd'hui, tu sais, bizarrement, j'étais dans un anniversaire en fait. Voilà, donc pendant 2 heures, vous Mais allez ces policiers doivent être interpellés parce que là, là, vous mobilisez des policiers qui doivent être logiquement en train de travailler à causer je- avec vous. Et lui-même, il a quelle activité dans sa vie? Mais là, Non, mais c'est lui en train de rentrer en fait. est-ce que moi je peux saluer quelqu'un? Un policier encore? Non, pas un policier, franchement. qui Non, c'était l'anniversaire d'une amie Oui, qui s'appelle Prissy, oui. voilà, qui est à l'OZEP. Joyeux anniversaire à toi et puis prends soin de toi. Très bonne journée. Voilà. Très bien, Faut souvent penser aux gens. très bien. Mélissa est sur le plateau ce soir. La Et ça fait Jetson. plaisir. Bonsoir Mélissa. Bonsoir, Parce que vous Brice. avez manqué. Hein. Parce que pour ceux qui voient l'affiche de l'émission, Elle est déçue, en grand, très bien On dit, positionnée, bon, à quelle mais elle n'est heure jamais sur des plateaux. Je réserve l'effet de surprise. c'est ça, c'est ça. Parce que je dis toujours en 18h Elle choisit ses jours, et en fait. 19h, en tout cas 18h, 19h, c'est le moment fun. Donc du coup, ben voilà, vous faites bien d'être là. Ah, tiens, je ne sais pas, ça doit être vous qu'on présente là en ce moment? Ok, j'ai pas compris. Je comprends toujours pas. Ce qu'on a à l'écran, vous avez une idée à la régie, s'il vous plaît? Ça y est, on est de retour. C'est ça qu'on appelait l'effet de surprise. Non, la jet, tu sais, la Jetson disait toujours de grandes surprises. Elisa, arrêtez. On va se rappeler de... De ce moment de télé. Ça aurait été aussi tout simple quand même que Mélissa vienne et qu'il n'y ait pas cet effet de surprise. Mais voilà, ça vient jamais. Voilà, Voilà, cet c'est effet ça. de surprise. Il y a l'effet de surprise. Donc c'est Mélissa de la surprise. Voilà, on va dire ça comme Je ça. pense que sûrement que la surprise a été déchirée par le vent. Pas le vent. Ouais. C'est le cas de le dire. Je vous en prie. Bon, moi j'étais à la CGI aujourd'hui, c'est comme ça qu'on dit, le centre de gestion intégrée. Oui, C'est l'équipe X Afrique. hein. L'équipe X Africa, j'y étais pour Donc c'est pas la CJ, c'est plutôt le CJ. le CGI, le centre. de gestion intégrée. Très bien. Merci beaucoup, Élisée. Vous êtes gentil. Que serais-je sans vous? Avec les questions déterminantes. C'était vraiment déterminant comme intervention. C'est important. Donc j'ai récupéré mon permis de conduire, que j'avais égaré depuis un moment. Et donc je l'ai retrouvé. Donc tu roulais sans permis, Brice. Non, je ne roulais pas. Tu es sûr que tu roulais Non, pas? je ne roulais pas. Non, je suis témoin et généralement ce sont son épouse qui vient le déposer et venait le chercher à la fin d'émission. Élisée, en même temps, J'ai jamais posé la Élisée, question. le pourquoi, prochain, mais le ben, prochain je- cadeau, c'est pour vous. Je suis sûr d'une chose, Élisée, tu es l'avocat du diable. L'avocat des causes perdues. J'ai été témoin et j'ai été témoin à plusieurs reprises. J'ai même voulu une fois lui poser la question, mais pourquoi à chaque fois tu fatigues Ah, madame mais la avec dernière te fois, chercher? bizarrement. Mais bon. D'accord. Vous êtes en train d'être le témoin de l'avocat du diable. Diable, voilà. Donc au final, Il faut qu'on en parle. au final, il devient aussi un avocat diabolique. Je ne sais pas qui c'est, hein, Mélissa. Vous me direz après comment ça s'appelle en termes juridiques, le témoin de l'avocat du diable, tout ça. Mais bon, j'ai récupéré, donc c'est bien. Et puis merci beaucoup. Hein, merci merci. Moi aussi, je dis merci à des gens. Merci donc à tout le CGI globalement et à Alice en particulier. Merci à Michel aussi. Et Au puis, passage, tu peux saluer le DG. oui. Connais Ibrahim. Ben oui, bien sûr. Et puis je salue Daouda aussi au passage. Ouais, Pas c'est pas moi, voilà. un autre candidat. Non, mais j'ai bien aimé la petite forme de fluidité. C'est vrai, et je vais plaider pour eux la question d'Internet. Parce qu'ils ont de grands problèmes de connexion Connexion. Internet là-bas. Parce que j'ai dû attendre effectivement 3 heures parce que j'avais juste besoin
de poser mon empreinte pour récupérer la pièce. Donc, je plaide. Hein. C'est vraiment pour eux, s'il vous plaît, regardez la question de la connexion. Non, Juste pour est-ce que Juste pour eux. Voilà. est-ce que C'est pas pour moi. Moi qui ai galéré, c'est pas pour moi. est-ce que c'est pas toi qui as un problème avec tes empreintes? Non, non, non. Quand je suis venu, c'est passé crème. Mais c'était juste le temps d'avoir la connexion. Voilà. Ah, parce que moi, une fois, je suis arrivé, j'ai fait l'aller-retour, j'ai mis de l'eau, du gel, j'ai tourné. Vous étiez à l'aéroport? Mais il faut bien Non, qu'on je sais demande- pas. il faut bien qu'on regarde tes empreintes. Est-ce qu'ils Non, sont tout encore- va bien, t'inquiète pas. Non, mais c'est surtout en rapport avec certaines activités. Les initiés Le ont compris. coquin. Non, mais à l'aéroport, par contre, il y a toujours une forme d'assistante. Mettez les 4 doigts, appuyez. C'est ça, c'est ça. L'autre doigt, bon, il y a des appareils modernes qui fonctionnent, mais je ne sais pas si ça a changé. Mais récemment, quand je voyageais, on a galéré. Bon. Dans d'autres pays, c'était pire. Ils ont même décidé, bon, finalement, passer. C'est ça. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Antiquité, quand même, je décide d'en parler comme ça. J'ai une petite vidéo pour lui la prochaine fois. Mais Antiquité a battu celui qu'il avait battu 6-1. Il a battu à plate couture 6-4. Voilà. D'ailleurs, voilà. C'est le seul tennisman que je Celui qui connais. l'avait battu 6-1, il a battu à plate couture à 6-4. Voilà. Non, Bravo non, à c'est Tigité. que c'est pas. Parce Est-ce que c'est à plate couture? 6-1, 6-4. Ça, c'est pas plate couture, c'est ce que tu veux. Ah, ben, Le gars, il a au moins marqué. Non, c'est sans noter en fait qu'entre-temps, Antiquité avait été battu à plate Ouais, couture. à plate, Il c'est avait été Antiquité battu qui a 6, été. il avait été battu 6-1. À plate Non. couture. Voilà. 6-1 à plate couture. Non, il a été battu 6-1. Antiquité a été battu à plate couture. Et Et, après, lui, il maintenant, a battu le gars avec un peu de difficulté. 6-4. 6-4. Donc, tu vois est-ce que tu vois la Est-ce que nuance? toi, tu sais comment ça? Tu as joué au tennis? Oui, bien sûr. J'ai adoré Serena Williams quand j'étais encore très jeune. Non, c'était pas pour des raisons de... Non, je l'aimais, je jouais très bien. Puis c'était des filles noires qui rentrent dans le tennis, franchement. Il faut regarder comment ça. Vous me faites le- penser à un homme politique en Côte d'Ivoire qui disait qu'effectivement, lui également, il l'aimait bien parce qu'il y avait des cris, hein, des gémissements qui... Non, les coups droits, pendant, tu vois, le jeu de tennis, ça dure, hein, ça fait souvent 3 heures, 4 heures du temps. Hein. Si. Oui, il faut essayer. Très bien. Ouais, c'est pas comme le judo, ça va très vite. Ouais, le judo, ça va très vite. Voilà. Ouais, c'est ça, il faut avoir de la poigne. Merci les amis, on a fini d'installer le décor. Mélissa, vous allez très très bien. Oui, comme Merci, toujours. merci d'être avec nous. On va évoquer notre info du jour. Hein, donc, pour la grande révision, c'était notre petite parade. Là, comme ça, de la surprise, parce qu'on a été un peu surpris. Donc, il fallait qu'on rétablisse un peu toutes choses dans notre tête. Et, mon cher, nous allons à présent évoquer la question, en ce moment, qui défraie la chronique, qui fait couler de l'encre et de la salive. Eh bien, c'est la question de la Tunisie. Le président tunisien est-il au centre d'une polémique raciste, dit-on, après donc son discours sur l'immigration. Plusieurs ONG, je le signe, ont dénoncé mercredi hier donc un discours raciste et haineux, je cite, du président tunisien Kais Saïed, prononcé mardi. Il y faisait donc une charge virulente contre les migrants africains, affirmant que la présence était source de violence et de crimes. Oula, Élisée Boloubeu. Ben, je pense que, comme tu l'as si bien présenté, hein, ça a interloqué plusieurs ONG qui ont estimé que dans les propos du président Kais Saïed, voilà, il y a eu un véritable mépris, je dirais en quelque sorte, de ces personnes ressortissantes pour la grande majorité de l'Afrique subsaharienne. Et c'est à juste titre pour moi hein, que ces ONG-là aient dénoncé quand même une attitude raciste et puis, comme elles l'ont si bien dit, une attitude un peu haineuse. Moi, j'estime pour ma part que c'est vrai. Aujourd'hui, nul ne peut cacher le soleil, je dis avec la main. Nul ne peut contester le fait qu'aujourd'hui, quand même, la Tunisie recueille sur son sol beaucoup de migrants. Ça, c'est une réalité. Pour 12 millions d'habitants, on a pratiquement près de je dirais une vingtaine, une quarantaine de milliers de migrants. Ça, c'est quand même beaucoup. Mais pour moi, ça ne suffit pas pour qu'on puisse conclure à Ce genre de discours. voilà, tenir de tels propos à l'endroit d'êtres humains. J'ai trouvé pour moi que c'était quand même un peu osé. Et ça vient corroborer toutes ces vidéos et toutes ces cris de cœur qui, depuis quelques semaines, quand même, se lèvent sur la toile pour dénoncer un peu l'attitude que certains agents de l'ordre en Tunisie ont vis-à-vis de ces ressortissants subsahariens-là. Donc, entendre de tels propos, on comprend tout de suite que nos compatriotes, nos concitoyens qui sont dans ces pays-là, certainement ne vivent pas, en tout cas, je dirais comme si c'était dans un jardin d'Éden. Est-ce que lorsqu'il évoque la question en disant que c'est une source de crime, je retrouve quand je recoupe, je retrouve un morceau choisi qui, selon lui, en tout cas selon le président tunisien,
cette question-là relevait d'une entreprise criminelle. Est-ce que c'est pas ce qu'il avait voulu dire dans ses propos Non, je en pense parlant que de crime? Parce qu'effectivement, on se rend bien compte qu'il y a aujourd'hui la question de la migration a fait développer de nombreux réseaux, permettez-moi l'expression, clandestins et mafieux et criminels, effectivement, pour ceux qui ont fait la traversée. Mais c'est horrible ce que les gens vivent. Non, moi je pense que ce n'est pas de ça qu'il parlait. Non, je ne pense pas. Il faut appeler un chat et un chien. Parce que quand on sait que bientôt, comment on appelle ça, la Tunisie, c'est le passage par excellence de ces gens-là. Et tu sais qu'en Tunisie, ils reçoivent de l'argent justement pour lutter contre l'immigration. Clandestine, justement. Donc, du coup, le gars en voulant tenir ce genre de propos, parce que selon ce que ses opposants disent en interne, il a échoué avec sa politique sociale, sa politique économique et autres. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il faut montrer aux gens? Voilà, il rentre dans une forme de populisme anti-noir, anti-subsaharien. Mais moi, de base, parce qu'il faut le dire clairement, la Tunisie, pour moi, a été toujours un pays raciste, en fait. Pourquoi est-ce que je le dis? Tu me diras, non, nuance tes propos. Mais tiens-toi très bien. Non, je te connais. Tiens-toi bien. Depuis très longtemps, il y a une association en Tunisie qui s'appelle Mnemti, qui veut dire en arabe souvenir. Mais parce que la Tunisie, il y a des Arabes, il y a des Berbères, il y a des Noirs qui sont tunisiens. Mais s'il y a une association en Tunisie pour lutter contre le racisme, même contre les Tunisiens, à un moment donné, je me pose la question, si entre eux-mêmes, il n'y a pas de pitié, que vont-ils faire de nous finalement? Aujourd'hui, nos enfants sont là-bas, nos petits frères qui vont à l'école, même ceux qui sont en train de passer, tout le monde est en train de souffrir. Donc c'est pourquoi j'ai dit non, il n'a qu'à arrêter de dire non, c'est le grand banditisme, c'est ceci, c'est cela. C'est juste un prétexte. Il faut qu'à un moment donné, pour moi personnellement, j'estime que nos autorités doivent appliquer la réciprocité de façon claire et nette, et c'est ce que je pense. Oula. Oui, c'est mon avis sur la question. En fait. Après, vous me direz comment on applique cette réciprocité. Oui, je le dirai tout à l'heure. Toujours des opinions tranchées. Oui. Bon, moi, je rejoins quand même, je pense que c'est inadmissible, on ne peut jamais soutenir ce genre de propos. Et je pense quand même qu'il y a un fond, parce que si, jusqu'à présent, de ce que moi j'ai lu, les ONG ont dénoncé déjà toute une vague de propos haineux par les médias et éventuellement sur les réseaux sociaux. Donc, en réalité, son discours vient s'inscrire dans quelque chose qui semble déjà mousser en Tunisie depuis un certain temps. Donc, ça serait... On ne va pas lui prêter des intentions, mais je pense que le message qu'il a fait, le message que nous avons compris, c'est le message qu'il a voulu passer. Très bien. On va permettre à nos téléspectateurs de s'exprimer sur la question au numéro de téléphone qui va s'afficher au bas de votre écran. Vous pourrez donc nous appeler, vous nous donner votre point de vue sur le sujet et nous dire ce que vous pensez un peu de cette déclaration du président tunisien. Quand on finit de parler de tout ce dont on a parlé, tout ce qu'on a dénoncé, Élisée Bouloubé, aujourd'hui, vous l'avez dit, la Tunisie compte un nombre important de migrants. Oui, la Tunisie compte un nombre important de migrants, mais la Tunisie ne pourrait pas compter plus de migrants que la Côte d'Ivoire. Moi, je vais juste mettre la Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour moi, en Afrique, la Côte d'Ivoire et dans le monde, la Côte d'Ivoire est légitime sur tous les plateaux pour parler de la migration. Parce qu'il n'y a pas un pays, comme on va me montrer au monde, qui a le taux de migrants dans son territoire comme en Côte d'Ivoire. Il n'en existe pas. La Côte d'Ivoire, pour moi, est au top niveau. Et ça, on peut le regarder. Les statistiques sont là. Officiellement, on est autour de 26. Officiellement, 26% de la population est constituée de migrants, de personnes étrangères, c'est-à-dire pas d'Ivoiriens. Oui, mais est-ce qu'en termes de termes, je veux dire, pour les terminologies, est-ce qu'une personne, quand vous parlez de migrants, et qu'une personne qui a fait une migration pour venir vers la... Non, il y a ce qui est légal et il y a ce qui est illégal. Très bien. Voilà. Donc c'est pourquoi c'est pourquoi je parle même d'officiel, c'est ce qui est officiel. Or, nous tous on sait, et ce chiffre-là, il date depuis les années 2000, hein. Donc là, ça nous fait parler d'une vingtaine d'années. Donc aujourd'hui, si on veut réellement regarder les statistiques, je pense que le dernier RGPH peut nous aider en ce sens. On est même peut-être poussé plus que ça. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est légitime. Ça, je le dis déjà pour planter le décor à l'endroit de ceux qui diraient, mais vous parlez de quoi même? On parle de Tunisie. Non, moi, Ivoirien, là, je suis très légitime de parler de la migration parce que je sais de quoi je parle. Mon pays aujourd'hui est un pays qui accueille près de 26% de sa population de personnes étrangères. Donc je suis très légitime d'en parler. Je ne peux pas admettre, et ça je le répète encore et je le dis pour moi, même s'il est vrai qu'il y a un nombre important de migrants en Tunisie, je dis toujours, la Tunisie ne vit pas ou du moins n'existe pas en dehors du monde. Et le monde a des règles. Et l'Union africaine, il y a des conventions auxquelles tous ces pays-là ont adhéré. Et ces conventions-là font obligation à ces pays-là d'avoir une certaine attitude vis-à-vis des gens qui viennent sur leur territoire, même si ces personnes ne sont pas en situation régulière.
Mais la Tunisie n'observe pas cela. Pourquoi? Combien de fois Veut-elle nous dire qu'elle est en dehors de l'Afrique ou bien elle est en dehors du monde? Mais si elle est en dehors de l'Afrique, elle sort de l'Union africaine et puis elle vit seule. Et puis, l'Afrique vit normalement. Donc, arrivé à un certain moment, je pense que c'est pourquoi la dernière fois j'ai dit, si certains ont encore du mal à en parler à l'Union africaine, nous, on va payer notre transport. Et puis, nous, on va aller à l'Union africaine, à Addis Abeba, on va s'inviter dans un sommet des chefs d'État et puis on va évoquer la question. Parce qu'une bonne fois, il ne faut pas qu'on joue à l'hypocrisie. On va pas faire des sommets, des hauts sommets, on vient, on en parle, alors que depuis des années, que ce soit en Tunisie, ou bien, excusez-moi, j'étais encore à plusieurs pays arabes, à plusieurs pays maghrébins, des cris de nos concitoyens, d'Africains subsahariens, montent à longueur de journée sur la maltraitance, sur les conditions inhumaines dans lesquelles ces personnes-là vivent, le traitement inhumain dont ils font objet de la part de ces personnes-là, depuis des années. Et on a l'impression que rien ne change. Mais pourquoi? Il faut arriver certainement comptable du pot sur la table. La problématique, même moi, ce qui me gêne même dans l'attitude du président tunisien, c'est que, si vous remarquez très bien, après le bac, beaucoup d'universités privées viennent en Côte d'Ivoire pour venir vendre le prestige des universités, tout et tout. Donc finalement, il y a des étudiants, parce que je ne dis pas de la Côte d'Ivoire, mais c'est de l'Afrique subsaharienne. Ils vont dans tous ces pays pour dire aux gens, venez chez nous. Les gens viennent pour étudier chez vous, mais finalement, vous les mettez dans des conditions assez difficiles. Alors, Moi, je trouve que ce n'est pas juste, en fait. Quand on finit de dire tout cela, nous avons dans ces pays des représentations diplomatiques. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, les autorités ivoiriennes suivent de très près, je suppose, cette situation. Selon vous, qu'est-ce qui est fait pour qu'on n'arrive pas à ce genre de situation? Non, mais je pense qu'il faut faire la part des choses. La diplomatie a ses codes et a ses règles. Bien évidemment, devant une telle situation, ils vont utiliser les canaux diplomatiques pour essayer de résoudre la situation. Nous tous, on sait, même si on n'a pas fait de la diplomatie, on sait que la diplomatie, ce n'est pas la chose la plus accélérée qui existe. Elle prend son temps et son timing pour évoluer. Aujourd'hui, nous, on a besoin de solutions rapides. Souvent, même la diplomatie a besoin de dénonciation des pouvoirs publics ou même des ONG pour pouvoir réagir. Élisée, je sais que le sujet vous tient à cœur, il vous passionne, j'ai bien noté. Monsieur Yapi est en ligne. Bonsoir, monsieur Yapi. Oui, bonsoir, monsieur Brice Anneau. Bonsoir à toutes les personnes sur le plateau. Merci, monsieur Bonsoir Yapi. Je voudrais intervenir sur le sujet. Allez-y, on vous écoute. Je pense qu'actuellement, ce qui se passe en Tunisie est vraiment déplorable. Mais ce qui est encore plus déplorable, c'est la situation dans laquelle les migrants vivent là-bas en Tunisie. Je pense que cette vague d'indignation est arrivée parce qu'il y a une Ivoirienne qui a perdu la vie il y a quelques jours en Tunisie. Et je pense que c'est passé même sur les réseaux sociaux. Je pense que les Tunisiens se plaignent aussi du grand banditisme, de beaucoup de choses qui sont liées à l'immigration. Ouais, je ne peux pas soutenir, en fait, je ne soutiens pas en fait ce qu'ils font là-bas, mais je pense que nos frères aussi ont aussi une part de responsabilité dans la manière dont les choses se passent là-bas. Non, moi je ne suis pas d'accord. Alors, vous pouvez vivre dans le pays des autres, mais respecter les lois. Vous pouvez aller même sur les réseaux sociaux, vous verrez qu'il y a une Ivoirienne qui s'est fait assassiner, absolument du mot, il y a quelques jours. En Tunisie, les coupables ont été arrêtés. En fait, il y a du grand banditisme. Ouais, je pense que pour ces questions actuellement, c'est le ministère des Affaires étrangères qui va régler cette histoire avec le pays hôte. Je ne pense pas que les Tunisiens soient des personnes racistes, mais vous voyez qu'il y a une grande vague de populisme qui est à travers le monde. Chaque peuple aujourd'hui veut garder son identité, chacun veut vivre entre les ressortissants du pays sans les étrangers. Donc je pense que ce n'est pas forcément lié à la Tunisie. C'est une vague qui prend tout le monde entier. Très bien. Mais faisons vraiment attention à tout ça parce que le monde est un village planétaire et chacun doit se retrouver partout où il veut. C'est noté, c'est noté. On note votre point de vue, hein, monsieur Yapi. Merci de nous avoir appelé de Hongrie. Moi, je ne suis pas d'accord totalement avec ce que M. Yapi disait, dans la mesure où il dit, c'est vrai que certains subsahariens, ça donne à des pratiques qui ne sont pas forcément, c'est pas légal, mais ça ne donne pas le droit aux autorités tunisiennes là, de frapper tout le monde avec le même bois. Et puis statistiquement, ce n'est pas prouvé que les crimes sont commis seulement par les migrants. Non. OK, autant je suis sûr qu'on peut trouver un même crime fait par un Tunisien. Donc, on ne va pas prendre un exemple ou quelques exemples pour justifier, comme dans toute population, peu importe qui, il y a des bons et il y a des moins bons. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Alors,
on va parler avec un autre téléspectateur avant d'enchaîner avec vous, parce que la prochaine question est pour le plateau. Monsieur Lezot Stéphane, bonsoir. Vous êtes président d'une ONG qui parle de biodiversité. C'est bien cela? Effectivement, monsieur. Très bien. Votre point de vue sur le sujet, monsieur Lezot? Oui, mon point de vue, je pense qu'il est très simple. Hein. Il y a très longtemps, depuis la chute du président Kadhafi, il y a très longtemps qu'on parle de maltraitance d'immigrants, d'immigrés, de voyageurs et tout ça dans toute cette zone-là. Mais nos dirigeants, les dirigeants ne prennent pas de mesures, de véritables mesures en tant que telles pour empêcher que les enfants sortent du pays, que leurs ressortissants sortent en désordre pour aller rechercher le mieux-être ailleurs. Ben voilà, vous savez, vu la démographie mondiale et tout ça, la nourriture n'est pas assez, donc chacun veut protéger sa nourriture. Les gens, on tient toujours des beaux discours anti-racisme et tout, mais... Vous souhaitez, selon vous, le mal a besoin d'être traité à la racine? Effectivement, le mal doit être traité à la racine. Vous voyez, je touche un problème un peu sensible. Dans nos pays, on ne fait que vendre les terres agricoles, les terres arables. Et on est menacé par beaucoup de fléaux. On parle de changement climatique, de réchauffement climatique, de désertification. Mais ce sont ces terres-là que les gens n'ont plus, qui vont chercher. On ne peut pas quitter, on peut pas laisser l'exploitation de manioc, igname, tout ça, pour aller souffrir, faire la tomate en Italie et manger le pain gaudio avec la tomate. Donc nos dirigeants doivent prendre leurs responsabilités. Très bien. Il faut qu'on accepte d'éduquer nos ressortissants, on accepte de donner les moyens d'autonomie, de survie à nos ressortissants. Parce que l'Afrique n'a jamais voulu rêver cette utopie qui est l'autosuffisance alimentaire. Vous voyez? C'est bien noté. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Lezot. Vous êtes très nombreux à vouloir intervenir. Donc, comme on a l'idée principale de votre intervention, on va vous remercier. Et puis, bon, vous avez le temps de revenir tout à l'heure, si vous le souhaitez. J'aimerais revenir sur le premier intervenant pour dire que ce qu'il disait, ce n'est pas sérieux dans la mesure où, quand il dit qu'il n'y a pas de racisme, j'ai dit ça dès l'entame de l'émission. Dans un pays où eux-mêmes, il y a des Arabes, des Berbères, des Noirs, ils créent une association pour lutter contre le racisme. Entre eux-mêmes. Tu ne peux pas venir me dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de racisme. C'est faux. Maintenant, allons-y plus loin. En France, en Allemagne, en Espagne, quand les jeunes Arabes ils commettent des crimes, mais est-ce que pour autant que la police française se lève pour commencer à taper tous les Arabes en même temps? Non, on cherche la personne et on met la main sur la personne. C'est aussi clair que comme l'eau de roche. À un moment donné, il faut prendre nos responsabilités de façon claire et nette. Non, ne disons pas ce genre de choses. D'autant plus que ce président, les mots qui sont ainsi là, il parle de grand remplacement. Mais vous savez, quand il a fini de donner ce discours, qui a été le premier à parler, à soutenir son discours? Un certain Éric Zemmour, un autre pied noir, qui ne sait pas d'où il vient lui-même. Éric, à un moment donné, soyons sérieux. Merci Daouda, on a noté votre point de vue. Ok, moi je voudrais vraiment qu'on ne fasse pas d'amalgame. La situation de l'immigration et l'immigration clandestine. Clandestine, je viens. La situation de l'immigration et de l'immigration clandestine existe partout dans le monde. Même des pays les plus développés ou moins développés, la situation de l'immigration clandestine existe partout. Et c'est pourquoi, dans les États et même les conventions internationales, ont prévu comment traiter cette situation. On a arrêté quelqu'un qui est en situation illégale. Monsieur, prenez vos affaires, on le convoie au premier aéroport ou bien à la première frontière, si le pays est frontalier à son pays, et puis on lui dit gentiment, retourne chez toi. Si tu veux rester chez nous, voici les conditions à remplir. Mais on ne parque pas des gens, des enfants qui sont dans des garderies. On ne peut pas les prendre avec leurs parents, les mettre en prison pendant des heures et des heures sous prétexte que non. Vraiment, le traitement, il est inhumain. Et ça, je pense qu'il faut qu'on le condamne. Déjà, non, on n'est pas en train de dire... J'ai fini. J'ai un téléspectateur. Ok, d'accord. Là, on a compris l'idée. Vous allez condamner, c'est bien noté. Monsieur Yedi, Eric, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, bonsoir, ça va. Ok, on vous entend bien. Votre point de vue sur la question, monsieur Yedi? Oui, en fait, j'appelais parce que j'ai suivi deux intervenants là. Je pense qu'il faut que les Ivoiriens apprennent à voir la réalité des faits. Nous autres, nous avons des connaissances en Tunisie qui souffrent. Depuis près d'1 an, les gars se plaignent de la situation. La Tunisie est le pays le plus raciste parmi les pays arabes. C'est ça qui est connu. Il faut que les gens s'informent pour dire certaines choses
à la Qu'est-ce que les amis que vous avez, s'il vous plaît, monsieur Yedi, les amis que vous avez, les parents que vous avez là-bas, qu'est-ce qu'ils vous rapportent comme situation vécue? Ils rapportent que les Tunisiens sont très racistes. Quand vous faites une comparaison par rapport aux Marocains, aux Algériens, les Tunisiens, ils sont les plus racistes, selon ce qu'ils nous rapportent. Et actuellement... Ouais, on l'a perdu. Malheureusement, on l'a perdu. Bon, je vous laisse terminer. Vous aurez le temps de revenir, M. Yedi. Voilà. Donc, comme je suis en train d'expliquer, les dispositions existantes pour pouvoir traiter la question de l'immigration clandestine, il faut qu'on reste dans le cadre légal de ces dispositions-là et qu'on n'en sorte pas pour pouvoir traiter les êtres humains comme des animaux. C'est ce que nous condamnons tous, en fait. Bien. Sinon, nous-mêmes, en Côte d'Ivoire, ici, là, on a de l'immigration illégale, mais vous ne verrez pas, parce qu'il y a un immigré illégal ou bien qui a commis un acte délictueux, on va dire parce qu'il est telle nationalité, bon, on récupère toutes les choses. On va sortir des excès. On a dénoncé les excès, mais je veux bien qu'on progresse. Qu'on progresse il n'y a pas de problème. Pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes face à une situation où nous avons des frères, des amis, des compatriotes et même d'autres personnes. De la famille, pourquoi pas? Bon, oui, mais d'autres nationalités qui se retrouvent là-bas dans ces situations. Et qu'est-ce qui peut ou doit être fait pour régler, pour aider à sortir de cette situation? Moi, je pense que... Je vous pose la question. Oui. J'ai votre réponse après l'intervention de M. Aoussi. Okay, bonjour, comment ça va? Bon, la liaison n'est pas très bonne, ils appellent d'Abobo. Non, ma proposition, elle est claire en la matière, en fait. Déjà, comme solution, je pense que le ministère des Affaires étrangères doit prendre attache avec le pays pour sécuriser d'abord nos ressortissants. Parce que cette situation, elle dure depuis au moins des semaines. Oui, mais peut-être que c'était pas exacerbé jusqu'à ce problème. C'est exacerbé. Aujourd'hui, quand tu regardes les vidéos que nous recevons, les vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais les jeunes sont coincés chez eux à la maison. Il n'y a même pas de transport pour se déplacer pour aller à l'ambassade. Il y a problème. Monsieur Assaouti, vous êtes de retour, hein, vous nous appelez d'Abobo. Bonsoir. Oui. Bonsoir, monsieur. On vous écoute. Donnez-nous votre point de vue sur la question, s'il vous plaît. Ok. En fait, moi, je pense que nos présidents même devaient gagner d'abord à faire rêver nos jeunes. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse ne rêve plus. C'est parce que la jeunesse ne rêve plus qu'elle va se chercher de l'autre côté. Non. Et puis, exactement, quand les gens ils vont dans ces pays, arrivé à un certain moment, lorsqu'ils n'arrivent pas à traverser, ils ont des difficultés et autres. Ils sont obligés de commettre aussi des actes qui ne sont pas légaux. Donc tout cela participe à ce qu'on appelle au désordre de ce pays. Donc ces pays-là aussi prennent quand on connaît l'Afrique, de la manière dont l'Afrique est mal ce qu'on appelle dirigée, bon, ces présidents prennent en prétexte sur ces gens de fléaux pour justifier leurs mandats qui ne sont pas bien ficelés. Très bien, on a bien compris. Selon vous, il faut mettre en place des politiques pour éviter que les populations sortent pour se retrouver en situation de migration, de migrants. Tout le monde n'est pas en situation illégale là-bas quand même. C'est bien noté, merci beaucoup. Élisée, je vous laisse terminer cette fois, terminer vraiment. Ben, sinon, j'avais une réaction sur ce qu'il vient de dire. Non, mais vous terminez votre point de vue, vous allez réagir. D'accord, ok. Donc, sur la question des solutions, moi, je pense que déjà, j'ose espérer que la question des canaux diplomatiques a été activée. J'ose espérer vraiment que ça a été fait et que là, les différents ministères des Affaires étrangères de ces pays concernés, là, des ressortissants concernés, sont en train de s'organiser par rapport à ça. Mais je pense que l'une des choses qui, pour moi, peut être un signal fort, c'est de convoquer, pour ces pays subsahariens-là, les ambassadeurs de la Tunisie dans ces pays, pour qu'on comprenne ce qui se passe réellement. Ça, c'est un geste fort. Souvent, on a l'impression que c'est les Occidentaux seuls qui peuvent convoquer nos ambassadeurs. Mais non! On constate qu'il y a une situation qui ne va pas, on convoque l'ambassadeur pour l'entendre. Nos gouvernants doivent le faire pour savoir ce qui se passe. Ça va attirer certainement l'attention des pouvoirs publics là-bas pour comprendre qu'effectivement, cette situation-là commence à résonner dans leur pays et qu'on puisse donner une suite. Si c'est vrai que les canaux diplomatiques sont... Parce qu'on sait que la diplomatie, c'est par excellence la lenteur, la lourdeur. Aujourd'hui, pendant qu'on est en train de faire tout ça, des gens à longueur de journée sont exposés éventuellement à des morts. Là, nous, on reçoit des messages au quotidien. Des gens aujourd'hui sont sortis de leur domicile, sont mis dehors, ils vivent dans la rue, ils sont dans des conditions vraiment déplorables.
Et ça, il faut qu'on réagisse à ça. Ils vivent dans une forme de terreur et ça, c'est difficile à vivre. Monsieur Jean-Didier Beaucoup nous appelle de Bangolo. Bonsoir. Allô? Ah oui, c'est de Bangolo, c'est loin quand même. Maintenant, j'avais une réaction sur l'autre. Ouais. Sur les propos Et vous avez... Ouais, Les autres, d'accord. d'abord, Ouais, oui, c'est Élisée est animé Non, aujourd'hui. c'est la- Monsieur Beaucoup, D'accord. Monsieur Beaucoup, vous nous entendez? Non, on Bon, va entendre visiblement, Élisée. on entend. Élisée? Ah d'accord, ok. Sur les propos de l'autre, je voudrais dire qu'on arrête en fait d'emprunter des éléments de langage à ces lobbies qui se sont organisés pour montrer que nos pays sont des pays où il ne fait pas bon vivre, où c'est des pays où on souffre à longueur de journée. Celui qui est en train de parler là, il souffre mais il est en Côte d'Ivoire. Il aurait pu aussi prendre sa route pour partir en Tunisie. Pourquoi il n'a pas Donc ça, parti? pour moi, sortons de ces éléments de langage que les gens veulent à tout prix nous faire accepter pour justifier des agissements qui en réalité les arrangent eux. C'est pas vrai. Non, Moi, je mais dis... Élisée, en même temps, quand vous dites ça, c'est vrai qu'on va peut-être parler de justification d'un acte, mais peut-être aujourd'hui, il faut entendre également l'argument de certaines personnes qui disent c'est dommage que des personnes en situation comme elles sont dans ces pays-là se retrouvent être traitées, mais peut-être que ce serait beaucoup mieux qu'on n'en ait pas dans ces situations. C'est un argument. Mais en fait, Non, je comprends. J'ai c'est pas que le compris. monsieur il dit, ça ne tient pas J'ai pas dans la compris. mesure où même... Si on peut éviter d'avoir des migrants dans des pays qui Moi, je vont être l'entends. maltraités, c'est peut-être tant mieux. Moi, je l'entends, hein, parce qu'en fait, au final, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, traitons le problème à la racine. Là, on a parlé, par exemple, on a des étudiants, Daoud a pris un exemple où on a des écoles supérieures tunisiennes qui viennent ici, disent, OK, venez pour vos études supérieures. Si on avait aujourd'hui en Côte d'Ivoire le niveau scolaire qu'on recherchait, niveau scolaire supérieur, les étudiants seraient, par exemple, on aurait tous nos ressortissants ivoiriens aujourd'hui qui sont allés étudier en Tunisie, seraient en Côte d'Ivoire. Par exemple. Non, pas tous. Non, mais Non, on par comprend exemple. bien, Pas on forcément comprend tous, bien, certains. Élisée, on comprend, là, on parle de la situation, mais aussi, il faut quand même élargir notre champ de Mais réflexion. ça pour dire que sur cet aspect, je ne suis pas en train de contester ce que vous êtes en train de dire. Je suis en train de vous demander justement de nuancer. Quand je dis pas tous, tu es d'accord avec moi que pas tous. Ce n'est pas parce que peut-être notre système serait le système le plus abouti que ceux qui sont en Tunisie aujourd'hui ne seraient pas partis en Tunisie. C'est pas ce que je suis en train de dire. Moi, je vais Non, plus loin. je vais revenir sur ce point. Monsieur Konedrissa nous appelle des États-Unis. Bonsoir. Bonsoir. Ah, ça va, oui? Ça va Ah, très bien. Ça va bien, oui. monsieur Koné. Alors, votre point de vue sur cette question, vous êtes le dernier à intervenir ce soir. Mon point de vue, c'est que, bon, je pense qu'en Afrique, on doit essayer de travailler un peu avec la mentalité de la voiture. Parce qu'en Afrique, on a toute la vie de venir en Europe. Donc, ça fait que, bon, vous voyez, tous les Africains qui viennent, les Ivoiriens, comme même moi, ici aux États-Unis, mais si vous dites ce que j'ai dépensé pour venir aux États-Unis, avec l'argent de ça, on peut faire plus. Parce que depuis on est petit, on a l'idée de la tête, il faut qu'on aille la voiture chez les Blancs, c'est là-bas qui est plus. Donc, on grandit avec ça depuis à 15 ans, tout ce ça, c'est tout notre vie. Alors que c'est pas, avec cet argent-là, on peut investir beaucoup au pays. Il faut que les gens essaient de travailler un peu la mentalité pour que ces clichés-là quittent. Sinon, des gens qui quittent en Afrique, qui vont, presque les Africains que je connais qui quittent en Afrique de l'Est, tous ceux qui viennent ici, c'est pas, s'ils n'ont rien dépensé, c'est 5 millions. Hein. S'ils n'ont rien dépensé, c'est 5 millions. Avec 5 millions, on fait beaucoup Donc, de choses. c'est le même sujet qui fait. Sinon, le cas de la Tunisie, là, ça c'est du racisme. Sinon, il y a plus de 1 200 000 réfugiés libyens, il y a plus de 200 000 réfugiés syriens qui sont là-bas. Tous les Africains réunis, ça fait 21 000. Donc, c'est pareil, c'est la pauvreté seulement qui est le problème. C'est pas seulement la Tunisie, même pour regarder l'Algérie, c'est le même problème. Le Maroc, c'était comme ça aussi. Avant aussi, c'est rassaisi un peu. Depuis, ça passe vers l'Afrique. Donc, comme il fait le bon business vers là-bas maintenant. Sur tous les pays maghrébins, là, c'est la même chose. La peau noire, on doit travailler nous-mêmes sur nos trucs, quoi. On doit casser les mentalités de dire forcément, il faut aller chez les Blancs pour pouvoir réussir. Merci beaucoup, Alors M. que Koné. l'agriculture, là, le ministère de l'Agriculture, un dernier mot, le ministère de l'Agriculture, il peut mettre des machines dans la main des gens pour travailler dans les champs. On peut faire près de 2 millions de trucs là-bas. Les gens ne peuvent plus travailler à la même, on peut payer des machines gratuites pour les gens. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup, M. Koné. Bonne journée, bonne soirée sur place. Je ne sais pas dans quel état vous vous trouvez en ce moment, état américain. Voilà, merci de nous avoir appelés. On va terminer sur la question. Dernier tour de table. Aujourd'hui, la situation est présente. Que disent les ONG? Là, on a vu des ONG qui se sont levées, qui sont montées au créneau pour dénoncer. L'Union africaine, les Est-ce que autorités de l'Union ces africaine différents a pays. parlé encore? Donc, je veux dire, c'est ces réactions-là aussi qu'on attend. Moi, j'attends d'abord, même au-delà de la réaction des ONG, j'attends la réaction même déjà
des États concernés par cette situation, après CEDEAO, après l'Union africaine. Mais déjà, de prime abord, il faut que chaque État où il y a des ressortissants là-bas, il faut que les ambassades s'élèvent déjà pour sécuriser leurs ressortissants, qu'ils soient en situation légale ou illégale, il faut les sécuriser parce que quand on regarde les propos qui ont été tenus par ce président, des propos irresponsables à mon sens, j'avoue qu'il est de la responsabilité de nos États de prendre le taureau par les cornes. Et pour finir sur la question, je souhaite sincèrement que chaque pays qui a un ressortissant, il faut adopter le principe de la réciprocité. Qu'est-ce que vous appelez le principe de la réciprocité? Non, pour moi, le principe de la réciprocité, s'il parle de... Le monsieur, il dit qu'aujourd'hui, les gens envoient des migrants chez eux pour remplacer la population tunisienne. Estomper son caractère arabo-musulman. Voilà, extomper son caractère arabo-musulman. À un moment donné, quand on voit le discours de grand remplacement dont on parle à tout moment, comme si les gens qui quittent en Afrique du parti, ils allaient changer le peuple de là-bas. Non, à un moment donné, ce n'est pas ça. Si vous ne voulez pas de nos ressortissants, nous n'en voulons pas aussi. De façon claire. Et je préfère le dire, regarder la caméra et dire, vous ne voulez pas de nous, on ne veut pas de vous. Il faut juste nuancer un peu. Parce que oui, ça ne veut pas dire que oui. Il ne faut pas qu'on t'entende comme un appel à la violence. Non, ça n'a rien à voir. Juste nuancer. Non, je parle de... Non, je comprends très bien ce que tu dis, mais je parle du principe de la réciprocité de façon diplomatique, voilà. en fait. C'est pas que la population s'élève pour dire non, je vais me rendre... Non. Merci. Principe de la réciprocité par l'État. Ça a permis de préciser votre pensée, Daouda. Élisée, on vous écoute. Moi, je pense que dans l'urgence, la Côte d'Ivoire doit faire ce qu'elle a l'habitude de faire. On a eu quelques cas comme ça, que ce soit en Libye ou bien où elle a organisé un pont aérien pour évacuer tous ces ressortissants qui veulent quitter ces pays-là. Je pense que depuis quelques années, on a vu le chef de l'État, à chaque fois qu'il y a eu des situations où les Ivoiriens étaient en difficulté dans des pays, ils ont organisé ces ponts aériens-là pour rapatrier nos compatriotes. Je pense que peut-être ça, il faut activer encore, le réactiver à nouveau pour que vraiment ceux qui veulent rentrer puissent rentrer. Ceux qui, en réalité, ne se sentent vraiment plus en sécurité, qui voudraient regagner leur famille, puissent regagner leur famille. Parce que le système tel qu'il est fait en ce moment précis, ça rend, même quand ils ont la volonté de venir, ils sont en difficulté parce que déjà, on leur a privé de titre de séjour, donc ils sont en situation irrégulière, donc ils ne peuvent même pas faire des papiers qui peuvent leur permettre de voyager. Ça devient compliqué. Donc l'État déjà organise ça, pour moi, la première chose. Et puis la deuxième chose, ça vraiment c'est un appel que je lance, il faut qu'il y ait un sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la question de l'immigration en Afrique. Et ce jour-là, vraiment, il faut que la Côte d'Ivoire prenne le lead sur cette question. Parce qu'aujourd'hui, et je le répète, la Côte d'Ivoire est légitime à tout point de vue dans le monde pour parler de la question d'immigration. Et ça, ce jour-là, nous, on va s'inviter, même si on ne nous a pas invités, on va payer notre billet d'avion, on va partir parler. Toi, tu es prêt à deux coups avec cette histoire. Non, mais Élisée, il a vraiment un petit tour à faire à Addis Abeba. Non, franchement. Nous, on va vous accompagner. J'ai en ligne, je pense, le représentant de la Fédération ivoirienne des droits de l'homme et des peuples, la FIDOP, donc sur place en Tunisie, en ligne. Allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous nous entendez très très bien? Oui, je vous attends très bien. Alors, dites-nous, pour terminer, aujourd'hui, quel est l'état des lieux? Quelle est la situation de nos frères et sœurs sur place en Tunisie? Ben, la situation elle est très grave. Comme je le disais la dernière fois, quand j'ai intervenu sur votre émission, Oui. là, ce matin, j'étais avec l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Tunisie. C'est notre question. Que disent les autorités ivoiriennes sur place, notre représentation diplomatique? Oui, c'est ce que je disais. Ce matin, j'ai eu à échanger avec l'ambassadeur qui venait d'une réunion avec l'ensemble de tout le corps diplomatique tunisien. Ils ont eu une rencontre avec les autorités tunisiennes par rapport à la situation. Qu'est-ce qui ressort de cette rencontre? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui ressort de cette rencontre? L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, avec ses collègues ambassadeurs, ont eu une rencontre avec l'État tunisien aujourd'hui. Ok. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit, finalement? Notre ambassadeur, M. Issy Savané, nous a dit ce matin, devant l'ambassade, que la situation est en train d'être déposée sur la table de l'État tunisien pour qu'ils essaient de voir comment gérer ce problème, parce qu'eux-mêmes, ils savent en tant que diplomates que la situation est très critique. Donc, ils ont exposé le cas à nos compatriotes, aux autorités tunisiennes. Donc, ils disent qu'ils vont nous revenir très bientôt. Et déjà, ce qu'ils nous peuvent nous donner, c'est que les Ivoiriens n'ont qu'à venir s'inscrire pour un départ volontaire.
il sera très rapide vu la situation. Donc, ce qui a été les mots de l'ambassadeur ce matin devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Donc déjà, là pour l'instant, il n'y a pas de réaction de l'État tunisien. Donc bon, ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés. Donc la situation donc est portée sur la table de l'État tunisien. Mais pour l'instant, en urgence, pour la prise en charge, il faut venir à l'ambassade, c'est faire inscrire pour pouvoir faire partie d'un départ volontaire. C'est cela? Bien sûr. Donc c'est ce que l'ambassade nous demande. Mais il faut dire que c'est parce que la situation est critique aujourd'hui que peut-être l'État tunisien pourra écouter la diplomatie subsaharienne. En réalité, nous-mêmes, parfois, nous nous demandons si la diplomatie subsaharienne en Tunisie a une autorité aussi sur ce qui se passe vis-à-vis des subsahariens en Tunisie. Qu'est-ce que vous auriez souhaité, monsieur Sia? Qu'est-ce que vous auriez souhaité, par exemple, que la diplomatie fasse, qu'elle ne fait pas, par exemple, selon vous? Oui, M. Seri, en tout cas, il faut dire que ce que je souhaite, et ce que les Ivoiriens souhaitent ici aujourd'hui, c'est qu'il faut que l'État de Côte d'Ivoire, le ministère des Affaires étrangères, soit vraiment très strict vis-à-vis de ces Tunisiens, parce qu'il y a la communauté tunisienne qui ne sait même pas parce que beaucoup ne sont pas sortis, donc parfois ils nous demandent comment est-ce qu'on vient en Tunisie, donc ils ne savent même pas qu'il y a des Tunisiens en Côte d'Ivoire. Il faut leur faire savoir qu'il y a une réciprocité de ce que des Ivoiriens viennent ici pour travailler. Il y a aussi des Tunisiens qui sont en Côte d'Ivoire, qui travaillent là-bas, qui ont des sociétés. Déjà, nous avons enregistré presque 500 sociétés tunisiennes en Côte d'Ivoire. Nous avons déjà enregistré presque, on nous a dit, il y a 3000 Tunisiens qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, il faut que l'État tunisien puisse faire comprendre à la population tunisienne que de la même manière, il y a des Tunisiens, il y a des Ivoiriens en Tunisie, c'est comme ça il y a des Ivoiriens des Tunisiens Monsieur Seri, là je pense que Monsieur Seri, s'il vous plaît, là je pense qu'on est dans une mesure déjà à moyen ou à long terme. Là en urgence, il y a des Ivoiriens qui souffrent. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il soit fait pour eux, en leur faveur? On termine là-dessus. Oui, c'est de chercher à les loger parce que nous avons beaucoup de nos compatriotes qui dorment dans les rues. Là, je peux vous donner le numéro d'une Ivoirienne qui est enceinte et elle a été refusée dans un hôpital parce qu'elle n'a pas la carte de séjour. Là, nous avons un compatriote qui est quitté du deuxième étage que son bailleur a jeté en bas, qui n'arrive même pas à marcher, qui a besoin d'un soutien. Ce matin, à l'ambassade de Côte d'Ivoire, j'ai constaté que nos compatriotes avec des valises, avec des enfants, n'ont pas de docteurs présentement. Donc, ce que nous demandons dans l'immédiat, c'est de nous loger parce que nous ne pouvons plus, nous ne sommes pas en sécurité. Là, moi-même, où je vous parle en tant que président des Ivoiriens en Tunisie, je ne dors même pas chez moi. Je ne dors pas chez moi, ça fait aujourd'hui presque 5 jours. Très bien. Donc, il y a l'insécurité. Donc, nous demandons dans l'immédiat, même si c'est un hôtel. On a perdu la communication avec lui. Mais je crois qu'on a l'essentiel de son intervention. Et je pense qu'il serait bien qu'on ait une information émanant en tout cas du ministère des Affaires étrangères donc à propos de cette situation, une communication pour nous dire à quel niveau l'État de Côte d'Ivoire prend la situation en main. Et déjà, je crois que ça pourrait aider les uns et les autres à essayer d'avoir une meilleure visibilité de la situation. Mais c'est bien, j'ai noté vos différents points de vue. Et c'est vraiment dommage aujourd'hui que nos concitoyens se retrouvent dans une telle situation. Nous avons souhaité en parler sur notre plateau, histoire de provoquer des réflexions et que des choses puissent être faites en faveur de nos frères et sœurs. En tout cas, c'était notre soutien. On va vous dire tenez bon et on espère que dans les prochaines heures, la situation s'améliore en votre faveur. Merci. Bon courage en tout cas à nos compatriotes. Sachez que d'ici en tout cas on vous soutient et on fera tout ce qu'on peut faire pour que cette situation ait une suite. Parce qu'on ne peut pas laisser les choses continuer de cette manière. Ça, je fais prendre l'engagement. On ira à l'Union africaine, on ira partout, mais il faut qu'on attende notre voix. Il faut qu'on attende notre voix. Rassurez-vous, nous sommes toujours à Abidjan. Élysée également est à nos côtés. C'est ça. Lui qui entend porter le flambeau de la voix des sans-voix jusqu'à l'Union européenne. L'Union africaine. Ouais. Et si ça ne se fait pas entendre, vous irez même jusqu'à l'Union européenne. Jusqu'à l'ONU. On vous entendra. C'est ça. Sa Majesté Daouda est avec nous. Hein, toujours. OK.
Et puis Mélissa nous apporte sa fraîcheur, sa lumière, sa pertinence et voilà, ses idées. Nous a rejoint sur le plateau du Grand Talk Richard Dansou. Vous êtes directeur d'Arimage, photographe spécialisé dans le blanc et noir. J'avais dit les noirs et blancs. Le noir et blanc. On lit le noir et blanc. Oui. Mais voilà, c'est exactement ça. Quelqu'un m'a marqué sur ma fiche dans le blanc et noir. Je vais en parler après à la personne. Dans le noir et blanc. Alors, particularité, vous avez exercé plus de 5 ans, en tout cas près de 5 ans en tant que banquier. Oui. Et puis là, il y a la passion pour la photographie qui s'installe en vous. Ou ça se fait concomitamment? Disons que c'est un parcours un peu atypique. C'est le cas de le dire. J'ai commencé la photographie en étant étudiant et sans attendre grand-chose de cette passion. Au début, c'était juste une passion. Et donc, je finis mes études, je vais travailler. Mais je n'ai pas laissé tomber, j'ai continué par pratiquer la photographie. Et au bout de 5 ans d'expérience professionnelle, je me rends compte que ma mission, mon appel, ma vocation était ailleurs. Et là, je décide de tout laisser tomber pour me consacrer à ma passion. La photographie. Mais pourquoi avoir spécifiquement choisi de faire la photographie en blanc en noir et blanc? Et c'est quoi la spécificité de la photographie en noir et blanc comparée à celle en couleur? Parce que moi, quand je vois les photos de noir et blanc, je me dis c'est les photos de l'époque. On a évolué. Et il y a un gars qui nous ramène. Le noir et blanc, c'est l'ancêtre de la photographie. Ah ben c'est le cas. Mais le noir et blanc a une jeunesse éternelle. C'est l'intemporalité, c'est ce genre de photo qui est toujours d'actualité et qui regorge tellement d'émotions. Et donc, dans un monde où tout le monde fait la couleur et tout, dans un monde assez coloré, j'ai voulu embrasser cette particularité qui, d'ailleurs, c'est un style de photo que moi-même j'aime particulièrement. Et je me dis, pourquoi pas, pourquoi ne pas suivre ce qui me correspond le mieux. Et l'autre chose aussi dans la vie, je pense que nous ne sommes pas tous pareils, nous sommes différents. Et quand on fait les choses, il faut pouvoir faire les choses en sortant, en acceptant sa particularité. Et le noir et blanc, c'est une façon pour moi de montrer une vision qui est propre à moi, mais qui résonne sûrement dans le cœur de milliers d'autres personnes. Et c'est ce que je constate aujourd'hui. En même temps, on a l'habitude de dire que ce sont les couleurs qui apportent la vie, permettez-moi l'expression, les couleurs. C'est d'ailleurs ça, l'évolution de la photographie, on est passé du noir-blanc à la couleur, on a le temps d'apprécier différentes couleurs. Et puis, là, vous lancez dans un style, comme vous avez dit, très particulier. Ça se voit même aux couleurs de votre chemise. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent aujourd'hui, on a terre à terre, de façon très simple, est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui viennent commander des photos noir et blanc? Vous dire, je veux que tu me fasses une photo en noir et blanc. Écoutez, oui, parce que je ne vis que de la photographie aujourd'hui et j'ai de plus en plus de gens, que ce soit chez moi au Bénin, dans d'autres pays, qui ont envie d'avoir du noir et blanc parce que ce style de photo, ça leur parle, parce que ça les vend, parce que ça présente l'authenticité, la meilleure version d'eux-mêmes. Donc oui, je reçois régulièrement des commandes pour des photos en noir et blanc. En même temps, ce qui est intéressant dans ce que nous sommes en train de voir à l'écran, ce n'est pas le noir et blanc de 1938, c'est un noir et blanc des temps modernes, j'ai envie de dire. Avec du rouge à lèvres, c'est du noir et blanc. Ouais, c'est ça, la particularité de ce noir et blanc-là. Bon, disons que aujourd'hui, le style de photographie que je pratique, j'ai commencé la photographie par la scène, par exemple. Et donc, j'adore la lumière des scènes, les scènes sur le fond noir et tout. Et quand il a fallu pour moi passer en studio, j'ai peut-être inconsciemment fait une transposition de la scène en studio. Je photographie même en studio comme si j'étais sur scène avec la sculpture de lumière, la façon d'utiliser la lumière au théâtre, par exemple. J'essaie d'utiliser la lumière de la même façon en studio et tout. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, j'ai un style qui est reconnaissable. Les personnes qui connaissent mon travail, même quand je ne mets pas la signature, quand ils voient, ils savent que ça, c'est du Darimage. Et je pense que ça donne davantage envie d'en avoir parce que Darimage, aujourd'hui, au-delà de la simple photographie, c'est une marque. C'est une marque dont les gens sont fiers. C'est une marque que les gens veulent avoir parce que
sans prétention aucune, c'est une marque aujourd'hui de photographie prestigieuse. Et on parle justement de photographie de marque. Mais Évidemment. tout à l'heure, vous disiez que vous vivez totalement de la photographie aujourd'hui, Oui. sans donner votre chiffre d'affaires. Quel peut être vous pouvez nous donner une fourchette? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent peut-être s'y lancer. Combien est-ce que vous gagnez, hein? Fourchette. C'est une question qui me fait sourire. Parce que je pense qu'on ne fait pas un tel métier pour de l'argent. Et si l'argent devait motiver le choix du métier, je pense que je serais resté en banque. C'est ça. Parce que je venais de débarquer de l'université, mon premier salaire, ce que j'avais comme salaire à la banque, ça me permettait de vivre normalement. Mais je pense que quand on fait quelque chose qui vient du plus profond de votre cœur, quelque chose qui est un appel, quelque chose qui vous amène à servir les autres, à valoriser les autres, à leur accorder de l'importance, l'argent vient aisément. Et aujourd'hui, ce que je fais, les gens sont contents de me payer pour faire des photos parce que je les sais. Et à côté de ça, il faut reconnaître qu'en ce moment, pour répondre à certaines demandes d'Aouda, vous êtes en tournée, à travers le monde. Évidemment. Et c'est un peu la preuve qu'on a envie. Parce qu'il y a des personnes, même s'ils ne vous donnent pas l'argent, des personnes vous payent vos billets d'avion, vos séjours, votre restauration. Et puis, il y a un peu d'argent derrière. Merci beaucoup, Brice. À propos effectivement de la tournée, je vois que vous êtes initiateur de ce qu'on appelle la tournée africaine de la photo de marque. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la tournée africaine de la photo de marque? OK. Il y a 2 ans, j'ai commencé par recevoir des messages de beaucoup de pays, des gens qui sont en Côte d'Ivoire, au Sénégal, même en France, qui me demandent « Mais ce que tu fais comme travail, c'est remarquable. Est-ce que tu n'as pas un studio sur Abidjan? Est-ce que tu n'as pas un studio à Dakar, un peu partout ?» Et je me dis « Mais tiens, c'est un appel. C'est le signe que le travail que tu fais, à partir de ce moment, ton travail est amené à sortir des frontières du Bénin. Et donc, pour le moment, on n'a pas de gros moyens pour installer des studios un peu partout dans les grandes capitales africaines. Mais je me dis, autant commencer par une tournée où on va dans des pays, on rencontre des gens, on photographie les gens et on discute avec les gens par rapport à leurs enjeux en matière d'image de marque. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas un simple photographe, mais je suis le genre de photographe qui vous aide à avoir des images, qui vous vendent des images, qui vous aide à avoir un emploi, des images qui vous aident à signer des contrats et tout. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui virtuel où l'image que vous projetez, votre valeur perçue, c'est à partir de ça qu'on vous achète. Et moi, j'aide les personnes à saisir les meilleures opportunités grâce à la photographie. Mais dans le cadre de cette tournée-là, est-ce que vous rencontrez d'autres photographes qui sont de la région? Oh oui, aujourd'hui j'ai déjà rencontré une photographe, je vais rencontrer aussi un photographe ivoirien avec qui j'étais en contact depuis le Bénin, je vais rencontrer aussi. Je suis ouvert à la rencontre parce qu'en discutant avec d'autres personnes aussi, on élargit ses horizons et on s'enrichit davantage. Et moi, mon travail de photographe, c'est un travail de richesse. C'est ça. Et puis, sait-on jamais, vous allez peut-être communiquer votre passion et on va avoir peut-être un courant de photographie aujourd'hui en noir et blanc, avec un bon nombre de photographes. Vous ne serez peut-être pas le seul à produire des photos du genre. Vous avez des clients dans la sphère politique, des personnes qui vous contactent pour que vous leur fassiez des photos. Là, il y a bientôt les élections, là, donc du coup. Évidemment, j'ai des clients dans la sphère politique. Dernièrement, il y a eu les élections au Bénin. C'est ça. J'ai eu à recevoir des candidats aux élections et tout. Donc, mes clients, c'est généralement des politiciens, des chefs d'entreprise, des cadres, des dirigeants. Ça coûte plus cher ou moins cher d'avoir des photos en noir et blanc? Ça coûte plus cher. Mais les gens ne voient pas le prix, ce que ça coûte, parce que les gens voient beaucoup plus. Faire une photo chez nous aujourd'hui, c'est un investissement. Parce que, voilà, ça vous rapporte sur la valeur perçue. C'est rare aujourd'hui que je reçoive des gens qui me disent « j'ai mon anniversaire à faire, on va faire des ballons et tout, faire des photos en couleur ». Mais même des gens qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui se disent « si on contacte Darimage, on va faire de belles photos », mais qui, au-delà de l'anniversaire, vont nous servir à saisir des opportunités. Et la tournée que vous êtes en train de faire en Afrique, vous êtes à la quelle étape et c'est combien de villes que vous décidez de visiter? J'ai décidé de commencer par les grandes capitales. Donc, j'ai fait Lomé. Actuellement, je suis à Abidjan.
Après, je vais repartir au Bénin. Ce sera Dakar, ce sera Douala ou Yaoundé. Très, très bien. En tout cas, on a noté 2 choses. On a noté qu'il faut de la passion. Beaucoup de passion. Voilà, il faut une spécificité. Oui. Il faut aussi des moyens. Oui, ça compte beaucoup. Parce qu'il faut voyager, c'est important. Et derrière tout ça, on vit sa passion et on a envie. Richard Danso, merci d'avoir été en notre compagnie. Un message pour vos jeunes amis photographes qui vous regardent, qui sont très très heureux, hein, ces amis-là, de voir aujourd'hui quelqu'un, disons-le, qui a réussi dans le domaine. Ben, c'est juste de leur dire de continuer, pour ceux qui ont déjà embrassé ce chemin, de continuer sur le chemin de la passion, de servir, de ne pas viser l'argent, mais que l'argent viendra assurément quand on le fait à fond la caisse, avec le cœur et avec amour, dévouement, détermination. Vous avez dit avec le cœur. Ouais, beaucoup de cœur, avec le cœur. C'est dit. Bon, quelqu'un disait, recherchez, lisez, vous connaissez cette parole, d'abord les choses du royaume et tout vous sera donné par la suite. Après, on a le temps de voir certaines de vos photos sur une page. Vous avez une page d'arrimage. Oui, j'ai une page d'arrimage. Je suis très présent sur LinkedIn. J'ai une grande communauté d'ailleurs. Donc, pour les personnes qui sont connectées sur LinkedIn, Richard Danso, vous cherchez. Voilà, je suis très bien référencé. Et donc, voilà. D'accord, je pense qu'on va vous le chercher. Bon, on ne sait pas, d'ici la fin de l'émission, on fera certainement des photos en noir et blanc. Avec et plaisir. on va les projeter certainement dans les prochaines émissions. Bravo. Merci d'être passé sur notre plateau. On marque une courte pause. Le saviez-vous, les amis, sur ce plateau, un crocodile a été... enfin, je vous en parle ou pas? Un crocodile, eh bien, il est sorti du zoo et il a été récupéré à Djamé. Sérieux là? Ben, je vous promets, on va en parler. Un crocodile qui vivait au zoo. Bon, à tout à l'heure, on en parle. Bon, on est de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie de Mélissa, Élisée et Daouda. Bon, je décide de vous parler de l'histoire du croco. Le saviez-vous? Le croco vivait à Djamé, dans une cour à Djamé. Le croco a été capturé et amené au zoo. Le croco vivait depuis plus d'une trentaine d'années dans une cour à Djamé. Sérieux là? Je vous promets, c'est l'histoire du soir. Wow. 30 ans. Et il y a les images du croco. Bon, s'il vous plaît, mettez les images ailleurs, voilà, plutôt que dans mon dos. J'ai eu l'impression qu'ils ont sûrement dû casser un mur pour pouvoir l'attraper, en fait. Parce que... Comment le croco... Enfin, comment vivre avec un crocodile pendant 30 ans quand même? Non, mais je pense qu'il y a des gens qui aiment tout ce qui est les animaux exotiques. Donc, du coup, il y en a qui les élèvent. Frère, il y en a qui les élèvent. Comment? Non, mais parce que là, quand tu vois ce crocodile, selon ce que même la page Facebook du ministère des Eaux et Forêts disait, le gars, il avait ça chez lui à la maison depuis 30 ans. Donc, le monsieur, il est décédé. Son propriétaire est décédé. Donc, finalement, bon, le croco, à un moment donné, il faut qu'il aille se chercher. Donc, c'est dans ce chercher-là, finalement, il a commencé plus ou moins à terroriser les gens. Est-ce vrai, vous qui avez vécu à Yamoussoukro? Je savais que ce parallèle arrivait. Vas-y. Non, parce qu'il y a plusieurs lacs de Yamoussoukro qui sont habités par des crocodiles, disons, et des caïmans. Oui, mais bon, 30 ans quand même. Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où il y a eu des... Si, il y a des crocodiles qui sont sortis quelquefois de lacs et on a dû interpeller les pompiers et autres. Mais est-ce que vous savez qu'à Biétri, quand il y a eu les inondations, on a vu des crocodiles au bord de la route, même la lagune où les... Ils sortent de leur lit, en fait. Ils sortent. Oui, mais de là, aller vivre 30 ans avec un crocodile dans le quartier... Non, il a élevé quand même. Oui, mais 30 ans, c'est la même chose. Élevé, mais il vivait avec le crocodile 30 ans. Oui, mais c'est comme il y a des gens qui élèvent des lions, des guépards. Oui, mais pas de en milieu urbain, c'est-à-dire pas dans leur cour. Mais bien sûr, dans une cour quand même. Tu sais, il y a Boris qui est chez William, il dit qu'il racontait une histoire quand il était jeune. Il dit, il parlait de temps dans Manco aujourd'hui où il y avait un voisin là-bas qui avait fait une grosse fosse septique où il avait des crocodiles dedans. Il les élevait. Bon, après, tu ne sais pas ce que les gens en font. Peut-être qu'après, c'est pour la peau, après, c'est pour autre chose. On ne sait pas. Ils s'enfoncent. C'est beaucoup de risques. Oui, mais tu vois, c'est ça en fait. Bon. Mais je veux dire, c'est beaucoup risqué quand même. Alors, je vais plus loin. Notre info du jour numéro 2. Eh bien, désormais, en Côte d'Ivoire, et ça va faire plaisir à Mélissa, en Côte d'Ivoire, le lait infantile, seules les pharmacies sont désormais habilitées à commercialiser le lait infantile. Ça, c'est important qu'on le dise. Ouais, franchement. C'est une mesure qui a été prise par le gouvernement et rentre en vigueur le 1er mars. Désormais, bon, les justificatifs évoqués par le gouvernement
pour en tout cas prendre cette mesure-là, c'est que le lait infantile, déjà même dans sa fabrication et dans sa conservation, est très délicat. Et aujourd'hui, les enfants, disons selon les médecins, avant 6 mois, si un enfant contracte une diarrhée, il a de fortes chances d'y laisser la vie. Alors que ces aliments-là, on a constaté que très souvent, c'était à la base de ces maladies auprès de ces enfants. Oui. Donc voilà, d'intoxication. Donc on a décidé désormais que ce soit uniquement dans les pharmacies qu'on vende vraiment les laits pour enfants, les laits infantiles. Et la mesure prend effet à partir du 1er mars. Je pense que c'est une très bonne mesure dans la mesure où, à un moment donné, on voyait des jeunes mamans aller dans des boutiques, dans peut-être des petites supérettes, aller payer. Quand tu regardes souvent des supérettes où la climatisation laisse à désirer, franchement, vraiment bravo pour cette mesure-là. Allez, bon, le sujet, je le prends, je le mets de côté comme ça. Je crois qu'on va en parler demain avec des détails. Oui. Voilà, d'accord, on va même peut-être avoir des moments qui vont s'exprimer sur cette question-là. Bon, Élisée, vous avez, comme tous les jeudis, votre chronique, La vie de la nation, by Élisée Bolo. Cette vie de la nation. Si je disais 2023, on va dire l'année de la jeunesse, on va le dire. L'année de la jeunesse. C'est l'année de la jeunesse. On l'a entendu. J'attends de voir, on est encore au début d'année. voilà, ok. 2023, année de la jeunesse. Effectivement, c'est notre chronique de ce soir encore parlera de l'année de la jeunesse. Ben, parce que moi, je me suis donné pour vocation de parler de tout ce qui peut aider les jeunes pour continuer. à pouvoir trouver une issue. Ça, c'est une mission que je me suis assignée. Et dans ma chronique, vous constaterez régulièrement que je reviendrai sur des programmes consacrés aux jeunes. Pour ne pas Pour ignorer. cette fois-ci, oui, on y va. Donc, l'année de la jeunesse rentre dans sa phase active et c'est la région des Grands Ponts, qui a pour département Jacquesville, Dabou et Grand Laou qui ouvre le bal. 800 jeunes seront insérés dans un accompagnement à la création d'activités génératrices de revenus et de microfinance. Il est prévu donc pour cette région-là un investissement d'environ 516 millions, 17 430 francs CFA à travers la convention de maîtrise, d'ouvrage délégué, les activités de TIMO, ce qu'on appelle travaux à haute intensité de main-d'œuvre, les activités régénératrices de revenus, les petits prêts et autres, tout ça. Donc, le gouvernement a décidé de commencer vraiment à mettre en œuvre cette action, cette année de la jeunesse 2023, là, en commençant par cette région-là. Et pour rendre effectif cette action-là, l'État a décidé de s'appuyer sur les collectivités locales, notamment les collectivités régionales, voilà, les régionales, pour que celles-ci aussi puissent participer d'un premier temps dans la sélection des personnes bénéficiaires, mais aussi un accompagnement pour l'installation et le financement de ces comités-là. Pour l'année 2023, le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle du service civique mettra en œuvre donc un ensemble de projets en faveur des jeunes sur l'ensemble du territoire, comme je l'ai dit, en subdivisant bien évidemment les actions à travers les différentes régions. Et pour la première phase, on a commencé par la région des Grands Ponts. Et ça va suivre notamment avec les autres régions. Très, très bien. C'est un budget de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA qui sont prévus, en tout cas consacrés à la jeunesse pour cette année 2023. C'est une bonne nouvelle. En tout cas, tant que c'est consacré à la jeunesse, eh bien, nous on est très très heureux. Et surtout, il est important que vous puissiez porter l'information au plus grand nombre à travers donc, cette Merci chronique, Élisée, la vie pour de la l'information. nation. Merci. Bon, Merci. Qui mieux que celui qui a décrété cette année de la jeunesse 2023, année de la jeunesse, eh bien, pour en parler, sur notre plateau, nous recevons notre président Alas Kobil, qui tous les jeudis nous fait l'honneur, après le Conseil des ministres, eh bien, les jeudis ici, de présider. Ben, voilà. Donc, un moment sur... excusez-nous, président, on ne va pas vous... Venez, monsieur le président, venez. Ah non. Voilà. Ah non, pas avec du une tout. entrée, voilà. Ah, mais pas On du l'a tout. travaillé une centaine de fois, mais c'est le président qui fait ce qu'il veut. Non. C'est son pays, c'est sa vie. Je dis pas du tout. Ah non, pas Monsieur du tout. Monsieur le président, si ça ne vous fait rien, D'accord. Je t'ai dit, tu ne donnes pas cela à Fifi. Ah non, Dominique. Donne plutôt 3 000 francs à toi qui. D'accord, merci. bonsoir monsieur le président. Bonsoir. Désolé, on a été obligé de vous demander de rapprocher la Bonsoir, conversation. Mélissa. On a bien noté que vous parliez à Bien votre sûr, bonsoir. épouse. Si ce n'est pas indiscret, C'est de commission. toi qui, Fifi, c'est qui? Ah non, en fait, elle m'avisait, bien évidemment, avant de faire le partage, parce qu'avant de venir, j'ai laissé 5 000 francs. Et elle avait voulu donner 3 000 francs à toi qui, en fait, Albert Mabry-Touakes, et bien sûr, pour le transport. Et 2 000 francs à Fifi. Très bien. Je lui ai dit, mais Afi est déjà passé la semaine passée, il ne va pas encore empocher 2 000 francs.
tout de même. Très tôt de même. Voilà. Vous l'avez dit. Hein. Bien sûr. On évoque Mardi Gras avec vous? Ah oui, c'était un mardi Mais très on a vu festif. hein, une magnifique sosie de votre épouse. Tout à fait, la petite est très belle d'ailleurs. Et bien évidemment, ça a été un moment très heureux. Nous avons regardé cela et je tenais vraiment à féliciter les parents de cette petite qui l'ont bien habillée. Et bien sûr, rassurez-vous, mon épouse a fait un geste. Elle lui a remis environ 28 millions. Voilà. De francs guinéens. Ah, ok. Voilà. Merci pour la précision. Pardon. Non, 28 millions. C'est très bien. De francs guinéens. Bon, et puis, francs guinéens. Et puis il y avait une bonne nouvelle hein, concernant le FEMUA. Eh bien, le budget intégré dans le budget de l'État. Tout concernant à le fait. FEMUA. J'ai encore la note avec moi. Vous savez, les magiciens font un travail remarquable. Ils, bien évidemment, représentent dignement le drapeau. Et bien sûr, j'ai souhaité également les aider. Mais j'ai vu que ça a jasé ici et là. Je voudrais bien évidemment profiter de votre plateau pour éclairer un peu les gens. Brice, vous savez, un bon petit Djoula, on ne joue pas avec son jet. Les gens disent, mais pourquoi vous avez intégré cela dans le budget? Ben, vous ne savez pas que j'ai mis, il y a peu, j'ai réactivé le titre de séjour, les 4 qui vont être payés. Et vous pensez que si je finance le FEMUA, il n'y a pas des gens qui viendront? Mais quand ils viendront, est-ce qu'ils ne vont pas payer par rapport au titre de séjour? Il faut que je mette mon plan en place, mais tout de même, on ne va pas m'obliger à dévoiler mes plans ici. C'est vrai, c'est vrai. Ça m'a vraiment irrité. On vous comprend. Mais je vais vous dire quand même que je suis un fin stratège et je sais ce que je fais. Je ne joue pas avec le jet. C'est ça, voilà. vous le dire. Voilà, petit Djoula, on a bien compris. Rassurez-vous. Bon, là, on parlait, on va terminer là-dessus. Hein. L'actualité, c'est un peu les propos de votre homologue tunisien. Ah ben, écoutez, j'ai écouté ses propos et j'ai été un peu déçu. Voyez-vous, je crois qu'il est important que nos États se respectent et soient plus solidaires. Et bien évidemment, vous savez, en dehors de l'incident qu'il y a eu, le président Kais Saied est un ami que je connais depuis longtemps. Et j'ai été un peu choqué quand même, parce que si ça continue, je crois qu'on sera obligé d'appliquer le principe de la réciprocité diplomatique. Je ne veux pas qu'on y arrive. Là, je suis d'accord avec le président. Voilà, je ne veux pas qu'on y arrive. Voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai d'excellentes relations. Regardez, il est en train de m'appeler en ce moment. Voilà. Pour dire que vous avez... Non, écoutez, moi je lui ai fait livrer 3 boules d'attiqué la semaine passée. Et aujourd'hui, vous allez venir parler comme ça des États subsahariens, mais tout de même. Donc voilà, d'ailleurs, il ne va pas recevoir sa prochaine commande d'attiqué. Voilà. Ah, il est fan d'attiqué. Je raccroche déjà. Voilà. Déjà, voilà, ça c'est déjà un principe de réciprocité qui a commencé. Mais rassurez-vous, nous allons en parler. Très, très bien. On dirait qu'elle aime beaucoup aussi l'attiqué. J'adore, c'est mon plat, d'accord, préféré. d'accord. Jetson. Ah ouais. Imaginez-la en train de... Voilà. Voilà. J'enverrai une vidéo. Comme vous voulez qu'on imagine cette jolie dame. Élisée, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Voilà. Juste préciser au président que jusque-là, le DAF ne nous a pas encore reçus. Ouais, ça, ah bon ouais. Depuis 2022 Depuis. Ah ben, c'est un mauvais remède. Je voudrais profiter pour lancer un message à la jeunesse. Vous me permettrez, c'est l'année de la jeunesse. Moi, je ne comprends pas les jeunes qui vont tout le temps ici et là, les migrants, etc. Vous dites qu'au pays, c'est dur. Il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Pourtant, en rêve, la nuit, quand vous recevez de la nourriture, quand on vous donne à manger en rêve, vous refusez de manger. Pourquoi? C'est bien de la nourriture gratuite tout de même. Donc, chers jeunes, les soirs au coucher, pendant le sommeil, si on vous donne la nourriture, mangez. C'est important. Prenez des forces parce que vous avez besoin de vivre. Et en plus, c'est gratuit. Président, oui. Vraiment, c'est parce qu'on ne peut pas dire certaines choses, on ne peut pas vous que dire. Vous mangez aussi le c'est dans notre cœur. Non, mais on ne peut pas vous si dire. Nous, on a été très heureux d'être à votre compagnie pour ce grand talk. Il y a le JT juste derrière. Et André Bois pour Sans langue de bois, son invité. Et Nanan Djorgo Nangui, les chefs du village d'Anono. On vous donne rendez-vous demain pour un autre grand talk. Merci Mélissa, merci Élisée. Merci Daouda. Merci mon bricot. Voilà. Il me surprendra toujours.
Bonsoir, mesdames, messieurs. Merci d'être encore avec nous sur Live TV pour votre émission d'interview tout en direct, sans filtre. Donc, vous le savez, c'est notre leitmotiv. Ils passent ici tous les jeudis soirs. Ce sont donc les acteurs politiques, je le dis, des hommes qui ont décidé de s'engager ou qui sont engagés pour la nation ivoirienne. Et lui, il ne déroge pas à la règle puisqu'il fait partie de ceux qui détiennent, on va dire, le sceau de la tradition. Il est chef du village d'Anono. Eh bien, Live TV est situé dans le périmètre du village d'Anono. Et donc, nous avons un grand honneur de recevoir Nanan Djorogo Nongui, le chef du village d'Anono, qui est avec nous pour une interview sans langue de bois. Bonsoir, chef. Bonsoir, M. André. Nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui. Et le village d'Anono fait partie justement de toutes ces localités qui sont face à des enjeux politiques, économiques et évidemment sociaux. Il s'agit pour nous de vous poser une question très essentielle. Okay. Est-ce qu'on peut dire que le village d'Anono, vous allez nous répondre franchement, vit une forme de pauvreté dans un environnement beaucoup plus riche dans la commune de Cocody? Est-ce que ça ne correspond pas à votre situation? Non, je ne crois pas que ça correspond à ma situation. Parce que moi, je suis chef, cette année, ça fait 6 ans. Ouais. Mais pourtant, nous, à Nono, depuis le 9 février 1970, à Nono a un protocole avec l'État de Côte d'Ivoire pour dire tout ce que Nono a cédé à l'État, c'est-à-dire l'université, le code de police, le code de gendarmerie, les lycées hôteliers, toutes les riveras, l'hôtel du Golfe. Donc l'État le protocole a été signé par Feu Thierry Lébé, Alexis Thierry Lébé, qui était en ce moment ministre de la Construction, et notre ancien chef. Pour dire tout ce que Anono donne à l'État, nous on vous restitue 7 fois, soit en nature comme en espèces. Donc ce n'est pas à mon État, il ne peut pas dire, ce n'est pas maintenant que toutes ces situations... On est d'accord par rapport au rappel historique que vous faites, mais la question elle est essentielle. Est-ce que vous bénéficiez des fruits de cette cession de vos terres à l'État, oui ou non? Non, non. Non, vous pensez que vous êtes, on va dire, en situation de précarité alors que vous avez cédé des zones assez prestigieuses à l'État. Aujourd'hui, c'est quoi votre situation? Votre localité, soyons clairs, votre petit village, Anono, vous comptez à peu près combien de population vivent à Anono? Anono, c'est le plus gros village même du district d'Abidjan. C'est le plus gros village ébrié du district d'Abidjan. Très bien. Alors, quel est son niveau aujourd'hui de développement? Il y a quoi à Nono finalement? Dites-nous. À Nono, avec toutes ces grandeurs, tout à l'heure, il a dit, le plus gros village d'ici d'Abidjan, on a au moins 45 à 50 000 âmes. Donc, vous voyez, d'abord, c'est énorme. Très bien. OK. Parlons des infrastructures. Nous vivons dans une précarité. Oui. Parlons des choses qu'on appelle des infrastructures. Très Apparemment, bien. il n'y a rien. Vous avez un commissariat? On n'a pas de commissariat. Vous avez un hôpital? On a un dispensaire à titre de choses qu'on appelle ça communautaire. D'accord. Voilà, centre de communauté, centre de santé communautaire. Mais actuellement, nous-mêmes, sur fonds propres, nous sommes en train de construire, je peux dire en train de renforcer la capacité sanitaire. Vous voyez, nous sommes en train de construire même un grand bâtiment à hauteur de 562 millions sur fonds propres. Sur fonds propres. Et qu'est-ce que fait l'État dans tout ça? Mais rien. Rien. Donc, vous n'êtes pas très content avec l'État? On n'est pas content avec l'État. Tout à l'heure, je répète, depuis 1970, tout est écrit, tout est signé. Je pense que tout ça, ça doit rentrer dans l'organisation de l'État, dans son développement. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous avez justement, vous dites tout est écrit, parce qu'avec l'État, c'est quelqu'un d'un peu froid. Est-ce que vous avez vos textes, vos papiers? Vous dites, bon, nous, l'État nous a promis ça fait 2 ans, ils doivent nous payer, on va devant une juridiction pour arbitrer. Est-ce que vous avez toutes ces procédures? On a le protocole même qui est là. Le 9 février 1970. Très bien. C'est signé par Feu Thierry Lébé. Très bien. Et l'ancien chef d'alors, M. Biendu Samuel, c'est eux qui ont signé ce protocole. Le protocole existe, le protocole est sur mon bureau. Très bien. Donc ça, c'est dit, l'État ne fait pas ce que vous... Donc, Anono estime que nous vivons dans la précarité. Très bien, on va parler quand même de la situation générale. On reviendra sur Anono, la situation générale quand même des villages Hatchan. Vous êtes un chef du village. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que vous êtes un peu réfractaire, non, à la modernité? Vous tenez encore des villages, alors qu'à Abidjan, nous sommes dans un centre urbain. C'est terminé. Peut-être que vous devez rentrer dans la modernité, chef. Non.
C'est la modernité qui est venue nous trouver. Oui. Non, c'est eux qui sont arrivés. D'accord. Donc, on ne peut pas me demander de rentrer. C'est eux qui doivent accepter ce que moi, je demande. Oui, mais vous... C'est toi qui es venu me trouver. Et puis, tu veux que moi, je sois dans pour toi. Non, je ne dois pas voir comme ça. D'accord. Parce que quand on laisse tout, et puis on devient moderne, comment vous nous reconnaissez? Parce que c'est nos us et coutumes, nos traditions, nos valeurs qui font de nous le pays Achan. Mais quand on laisse tout, il faut comprendre que Abidjan, c'est un village où ça regroupe plus de 63 villages. Vous voyez, c'est un peu comme, je peux dire, les cantons. Voilà, à l'intérieur, c'est les cantons. Donc, une chose qu'on appelle Abidjan, c'est un canton où ça regroupe plus de 63 villages. Donc, du coup, c'est la modernisation, l'urbanisation, le développement qui est venu nous trouver. Voilà. Donc ce développement, cette urbanisation qui est venue vous trouver avec l'apport d'autres communautés, vous reconnaissez que cela, ça favorise évidemment l'épanouissement de l'homme Achan aussi. Oui, effectivement. Vous êtes d'accord avec ça, je suis d'accord. Très bien. Oui. Et donc, une fois qu'on a dit ça, parlons justement de votre organisation. Comment aujourd'hui, toute la chefferie influence la vie communautaire. Vous pensez qu'aujourd'hui, quand même, les chefs Achan, ou peut-être ailleurs, la chefferie telle que décidée par l'État de Côte d'Ivoire, a un vrai rôle d'importance dans l'organisation de la société ivoirienne? Non, je ne crois pas trop. Pourquoi? Je ne crois pas. On est limité. On est limité, c'est-à-dire on ne souffre pas. Normalement, d'abord, au niveau des chefferies, en général, on a ce qu'on appelle la chambre des rois et chefs traditionnels. Très bien. Mais est-ce que la chambre des rois et chefs traditionnels a tous les éléments pour jouer véritablement son rôle dans la vie de façon générale, la vie politique? Mais vous avez les éléments, c'est vous qui validez l'attribution des terrains, vous gagnez beaucoup d'argent, mais qu'est-ce que vous en faites? C'est à vous de vous organiser, les chefs. Vous avez encore du pouvoir. Non. Nos pouvoirs même sont limités. Comment c'est limité? Nos pouvoirs sont limités dans le sens que, malgré que c'est moi-même, je signe les attestations, mais quand ça arrive au niveau du ministère de la Constitution, souvent, c'est rejeté. Pourquoi? Je prends un exemple, à Nono par exemple. Oui, prenons un exemple. Un exemple sur Nono, parce qu'on parle d'Anono. À Nono, d'abord, où le périmètre même d'Anono, on constate que l'AGF est beaucoup impliqué même dans la situation des terrains à Anono. C'est l'agence de gestion foncière. La gestion foncière. Ouais. Souvent, quand nous, on demande un point ou un document à l'État de Côte d'Ivoire, eux, ils nous amènent à se référer à AGF. Comme si AGF a existé avant Anono. Anono a existé avant AGF. Mais quand AGF, qui est l'agence de gestion foncière de l'État, mais AGF va nous bloquer. C'est-à-dire tant que AGF et nous, on ne s'est pas accordé au niveau du ministère, eux ne signent rien, tout est bloqué. Donc vous voyez, pour dire, on est limité. C'est vrai, je vais signer les attestations, mais quand il y a les attestations, quand on fait des demandes, des ACD, des demandes, des choses qu'on appelle ça, des lettres d'attribution, on nous refait toujours à un certain niveau. Ça, c'est pour des cas litigieux, non. Mais quand même, il y a des cas qui sont acceptés, ça génère beaucoup de fonds, de taxes que vous avez. Donc vous avez quand même une gestion financière sous votre responsabilité, donc vous ne pouvez pas nier cela. Oui, mais il faut comprendre, hein, aujourd'hui même, toutes ces terres, en général, c'est les familles. C'est vrai, il y a des terres qui appartiennent directement à la communauté ou la communauté gère, mais il y a des terres qui appartiennent carrément à la famille. Nous, on est obligé de faire ce qu'on appelle, ça, le suivi, c'est tout. Vous faites juste le suivi, vous pensez que ça ne vous génère pas? Ça ne nous génère pas trop, c'est vrai. On dira comme ça que le peuple Achan, on vend les terrains. Non, on ne vend pas tout. Ce n'est pas tout qui est vendu. Oui, expliquez-nous, parce que là, on veut comprendre. Vous ne vendez pas tout. Oui. Voilà. On ne vend pas tout, mais ce n'est pas tout qui est vendu. Vous voyez. Exemple. Je prends encore un autre exemple. Vous voyez la Riviera Golf. Très bien. Même où vous êtes jusqu'à la Riviera Golf. Aujourd'hui, quand on fait le point, on dira comme ça que est-ce qu'on n'a pas vendu toutes ces terres? On n'a pas vendu. Tout à l'heure, je vous parle de choses du Non, parce qu'il y a le rôle de l'État aussi. L'État a besoin, justement, pour mettre en place des programmes de développement, de prendre des terres. Mais l'État vous dédommage. Non. Ça, c'est un point sur lequel vous insistez. Vous dites non. Non. Bon, on reviendra là sur la question des terres. Mais parlons comme ça maintenant de votre organisation. Vous êtes quand même, il y a une chefferie, vous avez aujourd'hui un statut administratif. Comment vous gérez votre communauté? Est-ce que cela se passe bien? Les questions, on va dire, de gouvernance, parce qu'il y a beaucoup de palabres, les jeunes, les femmes. Comment ça se passe, vous, dans votre cas? Bon, dans l'ensemble, non, je pense que ça va. Ça va. Parce que nous sommes à deux volets. C'est-à-dire, il y a la gestion traditionnelle et puis il y a la gestion administrative. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a mon arrêté, donc sur le plan légal, c'est-à-dire au niveau de l'administration, c'est moi qui représente l'État de Côte d'Ivoire. Donc, pour les questions coutumières, traditionnelles,
Je pense que ça va, parce que nous, d'abord, le peuple haïtien, nous sommes régis en génération. Donc, du coup, nous, notre gestion, c'est une gestion générationnelle. Telle génération, tu viens 15 ans, 20 ans après, tu t'en vas à l'autre. Est-ce que l'État comprend bien tout ça? Parce qu'il y a des problèmes dans certaines zones. Est-ce que l'État a bien compris le mode de succession que vous avez en partie actuellement? Parce qu'on sait par exemple ce qui se passe à Bingerville, vers Faya, où il y a beaucoup de palabres. Est-ce que finalement, l'État lui-même n'est pas un mauvais partenaire? Mais nous, des chefs dans cette on affaire? demande à l'État de faire ce qu'on appelle un débat de fond. Ou peut-être que c'est vous qui ne comprenez pas bien l'État. Non, on comprend, c'est notre gestion. Oui. C'est notre gestion. Donc, nous, nos modes de succession, nos modes de gestion, je pense que c'est nous, on a maîtrise. Donc, normalement, c'est à l'État de comprendre, de nous comprendre. Mais quand l'État veut s'impliquer dans ces genres de situations, dans nos modes de gestion, nos modes de désignation de chefs, mais forcément, ça va crier, ça va faire du bruit. Mais parce que aussi, n'oublions pas, vous avez certains de vos compatriotes, ou on va dire certains des personnes de chez vous, de certaines générations, qui contestent justement que ce soit telle génération qui prenne le pouvoir ou pas. Donc ça aussi, l'État, à ce moment, on doit arbitrer. Comment il fait? En fait, il faut qu'on explique. Oui. Le problème, c'est quoi? C'est le respect des tests. C'est tout. Nous, on dit, tout est écrit. En 2004, nous, nos prédécesseurs, il y a eu un séminaire à Bobaouli avec l'ancien préfet Samé Tiassi. Dans le, qu'on appelle ça, dans les tests, c'est écrit, c'est par génération, 15 ans après, telle génération, tu viens au pouvoir, tu finis, tu t'en vas, n'est-ce pas? Donc, si les tests sont respectés, la logique voudrait qu'il n'y ait pas de problème. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? L'administration, via la préfecture, sous-préfecture, le ministère de l'Intérieur, tout le monde veut avoir la main dans notre gestion, veut avoir la main dans nos modes de décision. Mais c'est le rôle de l'administration de contrôler un peu. Non, vous mais dites en même non. temps que tu veux contrôler, Oui. il faut tenir compte de notre réalité. Tu ne peux pas venir imposer toi pour toi. On te dit non, chez nous, pour prendre un chef, ce n'est pas génération. Chez nous, pour prendre un chef, on fait ce qu'on appelle la consultation populaire, où on voit la position de l'ensemble. Toi, tu dis non, comme il y a deux groupes, tu donnes l'arrêté à quelqu'un d'autre. C'est ça. Ou la génération, nul le village ne soutient pas. On parle de la légalité. Mais pour qu'il y ait légalité, il faut qu'il y ait légitimité. Parce que c'est à partir du village que tu deviens chef. Mais ce n'est pas à partir de l'administration que tu deviens chef. D'où le problème. Oui, d'où une petite question qui va être un peu provocatrice. Est-ce que finalement, toute cette affaire de chef, machin, on est en ville, il y a déjà les sous-préfets, il y a des... Est-ce que vous avez encore besoin d'exister? Ça, je suis un peu provocateur. Mais non, on a existé avant les sous-préfets, on a existé avant les préfets. Et vous pensez que c'est encore nécessaire, Oui. votre présence dans une zone urbaine comme Abidjan? Comme Abidjan, c'est ce que j'ai dit, le développement est venu nous trouver. Oui. Oui, nous on est assis là, à Nono. Le premier chef à Nono, c'est depuis 1826. Le premier chef à Nono, depuis 1826. Vous tenez à cette identité-là, et c'est finalement, quelle est son importance dans la Côte d'Ivoire moderne? C'est quoi aujourd'hui d'avoir un chef? Qu'est-ce que vous pensez que vous apportez, que l'administration classique ne peut pas apporter dans la gestion de la collectivité? L'administration classique ne peut pas apporter certaines choses. Pourquoi? Parce que l'administration classique n'est pas en contact directement avec la population. Ouais. Voici le préfet qui est là, chaque fois il est dans son bureau. Combien de fois lui vient à Nono pour être en contact avec la population à Nono? Parce que la chefferie ou bien le chef, c'est le dernier maillon même de l'administration. Donc le rôle du chef, c'est un rôle très crucial, où l'État même doit être regardé, puis l'État doit soutenir même le chef du village. On dit comme ça que nous, on représente l'État dans nos différents villages. On n'a pas de moyens, même financiers, on n'est pas payé, on n'a pas de salaire. On dit comme ça que les chefs sont salariés, on n'a pas de salaire. Mais vous vous payez sur les terrains que vous vendez, oui, c'est beaucoup d'argent quand même. Mais c'est ce que fait que, pour finir, il y a ce qu'on appelle les détournements des deniers publics. Pourquoi? Parce que le chef, moi, tel chef, je suis chef du village, il n'y a pas de moyens. L'État ne me subventionne pas. Mais pourtant, l'État me demande de le représenter. Quand il y a les réunions, moi, je me débrouille pour payer mon carburant pour aller aux réunions. Mais je trouve l'argent là où? Ouais. Je trouve l'argent là où? D'abord, je ne peux pas répondre à la question. Ah non, moi, je vous... C'est-à-dire, c'est de façon générale. Très bien. Je trouve l'argent là où? 1, 2. Moi, je suis assis dans mon bureau. Et puis, je vois un citoyen lambda qui rentre dans mon bureau parce qu'il se reconnaît en moi. J'ai dit, c'est le chef du village. Moi, il rentre dans mon bureau et puis il dit, ah, chef, il y a une ordonnance de 5 000 francs. Le chef n'a pas les moyens de lui donner. Il fait quoi? Il ne suis plus chef. Il représente l'État. Oui. Le minimum que l'État mette à notre disposition, une subvention. Je peux dire
C'est ce qui est sans doute prévu dans la loi qui organise les chefs, c'est- etc. Il faut qu'on vous donne les subventions. Mais il n'y a pas encore les décrets Il n'y a pas décrets de d'application. décret, il n'y a Très pas bien. de... Est-ce La que loi c'est- organique même n'existe pas pour le n'existe pas encore par rapport à cette loi. Est-ce que c'est bien pour ça que vous êtes un peu comme ça, vous les chefs, un pied dedans, un pied dehors, on vous voit un coup, vous êtes avec l'opposition, un coup vous êtes avec le parti au pouvoir, ben finalement les chefs, vous, politiquement, vous êtes un peu partout et nulle part. On ne comprend pas finalement votre position. Vous êtes où les chefs dans cette histoire d'élection et de course vers le pouvoir? Normalement, vous savez où les chefs sont. Les chefs, d'abord le chef du village, il est comme le roi. C'est la neutralité. C'est la neutralité, vous dites. Normalement, la logique voudrait que Est-ce que ça c'est soit toujours ça. vérifié ça? Mais ce n'est pas vérifié pourquoi. Tout à l'heure, il a dit, mais les chefs, il n'a pas grand-chose. Peut-être tout le monde regarde Abidjan, mais les chefs de l'intérieur, les chefs qui sont sur sa moto, les chefs qui marchent, à peine même que le chef mange, quand le chef est malade, à peine même qu'il se soigne. Ouais. Et puis, il y a un citoyen, quelqu'un vient lui faire quand même des propositions, vous voulez qu'il gère ça comment? À un moment donné, on dira comme ça qu'il va compter sur son ventre. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a un principe de réalité qui fait que certains chefs sont soit de connivence avec des politiques, soit à gauche ou à droite. À droite. Quand même, pour la suivi Oui. du chef. Parce que lui-même, en tant que chef, il n'y a pas tout ça. C'est parce que nous sommes à Abidjan. Je prends un exemple. Moi, par exemple, à Nono, moi, j'ai décidé d'être neutre. Mais en même temps, la neutralité, ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas être en contact avec les partis politiques. Bien sûr. Mais quand je suis en contact avec eux, je dois avoir un seul discours, je dois avoir un seul message, c'est la cohésion, l'unité, la paix. Demain, je suis avec l'autre, ainsi de suite, parce que c'est mon rôle. Mon rôle, ce n'est pas de faire la politique politicienne. Mais à un moment donné, eux veulent forcément nous amener à le faire. Voilà le gros hic encore. Tout à l'heure, vous avez dit tantôt, le chef a un pied dedans, un pied dehors. Ouais. Mais nous, en Afrique, ici, là, on mélange tout. Parce que le chef décide d'être neutre, le pouvoir en place dit non, comme tu ne me suis pas, il ne fait rien pour toi. Donc parfois, il faut le dire, vous vous sentez maltraité par certains, bon, je ne dis pas que c'est le cas, ceux qui, une fois que les gens ont le pouvoir, vous allez me dire oui ou non, des gens ont le pouvoir, ils ont tendance à faire une forme de pression sur les chefs. Oui, une forme de pression, une forme de chantage. Parce qu'il estime que pourquoi il n'est pas assisté à un meeting. Mais ce n'est pas mon rôle d'aller m'asseoir à un meeting d'un parti politique. Ce n'est pas mon rôle. Est-ce que c'est cette vérité que vous portez là? Vous pensez que l'ensemble de vos collègues, de vos, j'allais dire, collègues chefs, partagent et rois partagent cette façon, cette vérité qu'on peut dire à nos cadres aussi qui sont aujourd'hui à la course vers le pouvoir? Moi, je pense qu'ils doivent forcément accepter cela. Vous voyez? Et puis les politiques aussi doivent accepter qu'ils ne mettent pas trop de pression sur les chefs et rois. Nous, on doit aller sur l'esprit de neutralité, mais en même temps sur l'esprit consultatif. Moi, je pourrais faire même la proposition, même à l'État de Côte d'Ivoire, que les chefs soient un organe consultatif. Très bien. On nous consulte si c'est un point, si c'est une chose. Vous voyez? Vous pensez que ça, ce n'est pas suffisamment fait? On veut plutôt que vous soyez d'un camp ou d'un autre? Oui, ce n'est pas suffisamment fait. Parce qu'ils disent quoi? Le politique, quand il vient vers toi, il veut forcément que tu les soutiennes. Très bien. Chose que moi, je ne peux pas accepter. Très bien, très bien. Vous ne pouvez pas l'accepter. Non, je ne peux pas l'accepter. On pourra parler longuement des litiges, mais restons. Je trouve que le propos sur la question du développement et de votre rôle dans le développement de vos localités est très intéressant. On va revenir sur Anono. Voyez-vous, on a parlé de la généralité, mais revenons sur Anono. À Anono, il y a plus de 50 000 âmes presque qui y vivent. Et pourtant, vous avez des problèmes de voirie, des problèmes d'infrastructure. C'est quoi au fond? C'est parce que vous n'êtes pas des partisans du pouvoir en place? C'est quoi? Dites-nous franchement, et qu'est-ce qui est fait pour pouvoir y remédier? Première question, est-ce que vous pensez parce qu'on vous accuse de ne pas être des partisans? Bon, ça, je pense que c'est... Entre guillemets, c'est les ragots, quoi. Donc ça n'a rien à voir. Ensuite, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? On a entendu parler d'un projet donc de bitumage des voiries à Anono. Où on en est avec ça? Vous avez travaillé avec le Bénet, etc. En 2015, le peuple Achan, de façon générale, reçoit le président Alassane Ouattara à Anono. Le 18 juillet 2015 à Anono, où le président Alassane Ouattara lui-même dit qu'il met des moyens à la disposition du district d'Abidjan pour assainir les villages, bitumer les villages. Anono a servi de village témoin. En fait, il veut dire du village où la cérémonie, chose qu'on appelle ça, a eu lieu. Mais Anono est laissé pour compte, mais il fait un peu plus en arrière. Aujourd'hui, quand vous prenez les riverains, même les riverains Jardin, les riverains Golf, même les parkings sont bitumés. Et puis, Anono, où abrite, d'abord, souvent, ça me plaît de dire ça, abrite même toute la communauté internationale, c'est-à-dire l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de la Russie, l'ambassade
toutes les ambassades. Beaucoup d'ambassades, Et puis en oui. même temps, le président de la République de Côte d'Ivoire même est à Nono. Mais Anono vit dans une précarité. Très bien. On les laissait pour compte. Est-ce que par rapport à ça, on ne va pas dresser des accusations parce que vous avez cité le district. Je ne pense pas que ce soit le district directement que que vous interpellez. Vous interpellez directement l'État. L'État de Côte d'Ivoire. Et vous avez parlé du BNET. Donc tous ces projets que vous avez montés avec le BNET sur les études qui ont été faites, ces études sont où? C'est dans les tiroirs? C'est bientôt? C'est quoi concrètement? Pour terminer cette émission. Concrètement, tout à l'heure, j'ai dit, normalement l'État doit nous soutenir. Ouais. Je suis conscient. Il y a assez de villages. L'État ne pourra pas tout faire. Même les subventions, même choses qu'on appelle ça, les apports que l'État nous a envoyés. Mais seulement, je demande à l'État d'accepter d'être notre aval. Aujourd'hui, on a des opérateurs, on a qu'on appelle ça, des partenaires financiers. On a toutes ces personnes qui sont prêtes même à nous accompagner. Mais ils disent quoi? Est-ce qu'on a la caution de l'État de Côte d'Ivoire? Donc vous touchez... Après l'étude qui a été faite avec le BNET, avec les structures, même le porté au BTP, avant c'était NSE. Même moi, j'ai tout fait, j'ai déplacé le ministre Amédée Kouakou. D'accord. On a fait l'expertise, on a fait chose qu'on appelle ça, une visite globale à Nono. C'est ça. On a fait sortir tous les points. Ça fait au moins 22 km. Vous avez 22 km de route qui restent habitués. Assainissement, tout. Quand on fait le point, on est au moins à 11-12 milliards. Très bien. Nous, on a touché des structures pour nous accompagner. Les structures ont accepté de nous accompagner, mais qu'est-ce que les gars nous demandent? Seulement un aval de l'État de Côte d'Ivoire. Ça, c'est vraiment un vrai mot de fin. Mesdames, Messieurs, sans langue de bois, une discussion à bâton rompu avec le chef du village d'Anono, Nana Djorogo Nangui, qui est avec nous. Il a parlé avec son cœur. Au fond, qu'est-ce qu'on a dit? C'est un acteur de développement et il a regardé avec, j'allais dire, toute sa franchise, tout son port altier, l'ensemble de la communauté nationale, notamment ceux qui tiennent le pouvoir et qui ont la possibilité d'agir pour dire Anono a besoin de vous, comme l'ensemble des villages et bien sûr des collectivités de Côte d'Ivoire qui ne demandent qu'à vivre dans l'harmonie avec tous leurs partenaires, à commencer par l'État. Merci en tout cas, chef, d'être venu parler avec votre cœur. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 100 langues de bois et je sais que vous serez très nombreux. Bientôt, vous serez avec nous. Merci. Merci.